Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve les vendredis et samedis soirs. Vous savez qu'exceptionnellement il n'y aura pas d'émission demain samedi. Nous serons tous derrière le 15 des Bleus en espérant qu'ils réussissent à réaliser un exploit à Cardiff face aux Blacks. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Ce soir, en revanche, toute l'émission est consacrée à vos témoignages. Nous ouvrirons à cette occasion plusieurs dossiers. Nous ouvrirons le dossier de maisons hantées, nous ouvrirons le dossier des contacts avec des personnes décédées, le dossier des rêves prémonitoires et enfin un cas de prémonition tout à fait particulier, une prémonition qui a sauvé celui qui l'a vécu d'un accident qui aurait pu, ma foi, être grave. À mes côtés, comme à chaque fois que nous ouvrons une émission consacrée à vos témoignages, les deux spécialistes, mes deux indéfectibles bras droits. Je suis comme Cali, j'ai plusieurs bras droits. Il y a Pierre Macias. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Tu vas bien ? Ça va. Le site psyland.org va bien ? Ça va bien. Les gens sont venus récupérer un petit peu les émissions qui avaient eu du retard. Oui, on s'excuse encore parce que voilà, mais maintenant tout est en ligne et puis voilà, ça se télécharge. Bon. Et d'ailleurs les prochaines émissions seront en ligne assez rapidement. Faut compter 4-5 jours quand même quoi. Voire moins. Normalement très rapidement. Bon. Merci Pierre. Le site psyland.org, je vous le rappelle, psyland.org. Le site où vous pouvez télécharger toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange. À mes côtés également, Renaud Évrard. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Renaud qui appartient au groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Renaud Évrard qui nous accompagne toutes les émissions consacrées à vos témoignages. D'ailleurs, l'IMI qui a ouvert, il me semble, Renaud, un standard pour pouvoir répondre également aux questions de ceux et celles qui se posent des questions après avoir vécu ou pas d'ailleurs des phénomènes paranormaux. Hein. Oui, effectivement, ça s'appelle SOS Psy. Ouais. Et donc, il y a un standard téléphonique, on peut aussi écrire par mail. Et c'est des psychologues, conseillers, cliniciens qui sont formés à ces questions, qui vous répondent dans la semaine. Très bien. On retrouvera évidemment toutes les coordonnées sur le site psyland.org. Si vous voulez nous contacter, vous le savez, 0826 300 300, ce numéro de téléphone est à votre disposition et je précise, il n'est pas surtaxé. 0826 300 300, vous me laissez un message dans la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange avec bien votre question, votre réaction, le phénomène que vous avez vécu et vos coordonnées pour que je puisse vous rappeler. Vous pouvez également m'écrire en allant sur le site sudradio.fr, la page Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Premier témoignage ce soir, celui de Clarence qui habite dans le Tarn-et-Garonne. Clarence, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les Aventuriers de l'étrange. Vous nous avez contacté parce que il y a quelques années, vous avez vécu quand même toute une série de phénomènes. Je serais tenté de dire une rafale de phénomènes comme ça, assez particuliers. Vous pouvez nous raconter d'abord de quelle manière est-ce que ça a démarré tout cela ? Eh bien voilà, il y a une amie qui venait de perdre sa maman. Ouais. Elle nous avait invités à manger, cette amie. Et après le repas, elle nous a proposé d'essayer de contacter sa mère qui était décédée. Alors, on a mis le verre au milieu avec, vous savez, l'alphabet autour, le oui, le non. Oui, exact. Ça a duré 2 heures et ça n'a pas marché. Alors, est-ce que c'était la première fois que vous vous livriez à ce genre d'expérience en ce qui vous concerne ? Oui, tout à fait, oui. Ensuite, on est retourné chez eux quelques temps après, on a recommencé, parce qu'elle voulait à tout prix contacter sa mère, et là, ça a marché. Alors, on était un peu stupéfaits, moi et mon mari, quoi. Bon, on a suivi. Et ensuite, nous deux, nous avons fait la même chose avec des amis et la famille. Ouais. Quand vous dites, Clarence, que ça a marché, c'est-à-dire que vous... Eh ben, on a pu avoir sa mère et d'autres gens. Ouais.
Donc en posant des questions et le verre se déplace tout seul autour de l'alphabet. Ouais. Donc ensuite, moi et mon mari l'avons fait avec des amis pour leur faire voir ce qu'on pouvait faire avec ça. On l'avait fait avec ma belle-sœur et mon beau-frère aussi. Et c'est pareil, ça marchait du tonnerre. Alors plus on en fait, plus on a envie d'en faire, plus on est accro, quoi. Et après, il nous est arrivé des bricoles. Alors, quel genre de bricole vous est-il arrivé? Alors, nous avons pu contacter mon beau-frère qui était décédé d'une leucémie foudroyante, tout d'abord, et qui voulait rappeler mon père à lui. Mon père était en très bonne santé, et il a failli mourir, quoi. Il s'est éteint comme un légume. Ensuite, il est pas décédé. Et après, quand on a arrêté de faire avec les verres, quoi, il a... Je m'explique peut-être un peu mal. Non, on a très bien compris quand vous avez dit que c'était votre beau-frère que vous aviez contacté, votre beau-frère décédé, c'est ça? Voilà, oui. Voilà. Quand vous dites il l'a rappelé à lui, il voulait le rappeler à lui. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Quand on lui posait des questions, il nous disait, mon père s'appelle Robert, il disait, je veux que Robert vienne à moi, et à chaque fois qu'on faisait ça, on l'avait, et à chaque fois il nous disait la même chose. Je veux que Robert vienne à moi, il vienne à moi. Et mon père, au fil des jours, il était tombé malade et les médecins lui donnaient pas longtemps à vivre. Ah oui, il dépérissait vraiment. Voilà, son cerveau se rafraîchissait et venait un vrai légume. Ensuite, j'ai sa femme, ma sœur, elle a eu les éléments de sa cuisine qui sont tombés parce qu'elle était très colère après elle. C'est-à-dire? Parce qu'il pensait qu'elle s'occupait mal de son fils. Donc, il était très en colère. L'esprit, vous voulez dire, était très en colère vis-à-vis de... C'est ça? Oui, vis-à-vis de ma sœur, donc son mari. Oui. Donc, en pleine nuit, il y a les meubles qui étaient accrochés au mur, vraiment bien accrochés. Ils sont tombés. Ouais. Ensuite, on a eu des miroirs qui se sont brisés, des objets qui se déplaçaient seuls. C'est-à-dire? Le couvercle, vous savez, les panières à linge sale. Quand j'étais dans la salle de bain, il se levait, se rabaissait. Les ampoules qui pétaient toutes seules, éteintes. Les ampoules étaient éteintes, elles pétaient toutes seules. Ah oui, effectivement. Ouais. Alors ensuite, avec mon beau-frère, on a de suite arrêté. Quand on a vu que ça tournait vraiment, que c'était vraiment hard, quoi, on a arrêté de suite, on a pris peur, quoi. Et mon père, après, le fait d'avoir arrêté ça, mon père a remonté, quoi. Et il a surmonté sa maladie. Ouais. Voilà, ouais. Et une autre petite anecdote aussi, on avait ramené des plaques du cimetière du père de mon mari qui était décédé il y a pas mal d'années. Et une nuit, il est venu nous rendre visite. Il y avait une ombre blanche qui se déplaçait dans la chambre. Et quand je l'ai vu, que j'ai voulu réveiller mon mari, c'est vite reparti, quoi. Mais là, je pense que c'est à cause des plaques qu'on avait ramenées peut-être du cimetière pour les nettoyer dans la salle de bain. Alors, ce phénomène-là d'apparition que vous êtes en train de nous décrire, il est arrivé de quelle manière? Est-ce que vous pouvez nous décrire ça en détail? Vous étiez couché, votre mari dormait? On était couché, il faisait noir dans la chambre. Il y avait le chat qui dormait au pied du lit. Ouais. Et le chat s'est mis à regarder, moi aussi, parce que je dormais pas tellement bien. Et d'un coup, il y a une ombre blanche qui est rentrée, juste le buste, vous savez. Vous avez vu juste le buste? Le buste, oui. Et quand j'ai appelé mon mari, j'ai donné des coups de coude, c'est vite reparti. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû laisser faire, attendre pour voir ce qu'il allait faire, quoi. Mais bon, j'ai appelé mon mari, que j'ai tout de suite pensé à son père avec les plaques qui étaient dans la baignoire. Ouais. Ce phénomène d'apparition est arrivé après toute cette série de phénomènes. Oui, après, oui. C'était après. On avait décidé d'arrêter, ça arrivait après, oui. Ouais. Parce qu'entre-temps, on a déménagé. Et ça nous a suivis. C'est-à-dire que vous habitiez dans le Nord avant, hein? Voilà, oui. Voilà. On habitait à Chouny, dans l'Aisne, oui. Ouais. Et ensuite, donc, quand vous avez déménagé pour venir habiter dans le Sud-Ouest? Non, on est déménagé à une vingtaine de kilomètres à cause du travail. Ouais. Et là, oui, ça nous a suivis aussi, là. Et ensuite, on est venu dans le Sud. Là, ça nous a pas suivis. Là, ça s'est arrêté? Oui,
ça s'est arrêté, ouais, parce que ouais, ça s'est arrêté. Mais cette apparition, est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu plus? Vous avez parlé d'un buste, hein? Oui. D'un buste de quelle couleur? Blanc, gris, blanc, quelque chose de... C'était blanc, enfin, ouais. Pas blanc flash, hein, mais un blanc, comme un blanc passé. Ouais. Et le buste était à hauteur de buste ou donc comme j'étais allongée, puis que avec le lit, on voyait pas s'il y avait le bas, ou vous savez. Ouais. En plus, j'avais le nez cassé, alors... Oui, vous aviez la trouille, quoi. Un peu, oui. Ah, attendez, c'est quand même un peu normal. Est-ce que ce buste est apparu comme ça d'un coup, ou vous l'avez vu rentrer, je sais pas moi, traverser un mur, la porte Donc notre porte était ouverte. Ouais. Et je l'ai vu parce que le chat s'est tourné, le chat a bougé. Ouais. Et donc là, je me suis aperçue que quelqu'un rentrait dans la chambre. Et je l'ai vu rentrer dans la chambre. Et donc après, quand j'ai appelé mon mari, il est arrivé à la moitié du lit. Oui. Pour venir vers moi, et quand j'ai secoué le mari, c'est vite reparti. C'est reparti en repassant par la porte ou en disparaissant? Ah, ça, je me rappelle plus. Vous en rappelez plus? Non, ça fait tellement longtemps. Je sais que c'est reparti. Peut-être que j'ai pas fait attention comment il repartait parce que j'étais occupée à réveiller mon mari. Je sais pas, ouais. Pour en revenir aux objets qui sont tombés, à ces éléments de cuisine dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Oui. Pour bien comprendre la situation, lors d'une des soirées de table tournante, il y a votre beau-frère décédé qui est apparu, qui vous a parlé. Oui, il nous a parlé, oui. Hein, et il était mécontent vis-à-vis de sa femme parce qu'il disait qu'elle s'occupait mal de son fils. C'est ça? Bon. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y avait des mots précis qui vous reviennent en mémoire, des choses dont vous vous souvenez de cette soirée-là? Non, pas trop, non. Je sais, c'est que mon mari avait tapissé la chambre en verre du gamin. Ça, la couleur ne lui plaisait pas non plus. Ouais. En plus, il a dit quelque chose, mais ça, je sais pas, faut prendre, c'est vraiment, là, on en a rigolé, parce qu'il nous disait, après, on leur pose des questions et ils nous répondent. Alors là, je pense que c'était des bêtises, parce qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là-haut, quoi. Il était bien, et il nous disait, oui, qu'il était bien, il était au cinéma. Enfin, on a rigolé, parce que il était au cinéma là-haut, d'accord. Oui. Remarquez, pourquoi pas, il y a peut-être des cinémas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, de toute façon. Et voilà, ouais. Et ensuite, les éléments de cuisine qu'on connaît, c'est les éléments d'une cuisine, se sont décrochés tout seuls en pleine nuit, c'est ça? Voilà, oui. Donc ma sœur a entendu un bruit, elle s'est levée et elle a vu ça. Et donc après, elle nous a dit arrêtez vos conneries, quoi. Faut arrêter vos conneries parce que, alors, tu vois, tu nous croyais pas, maintenant tu peux nous croire. C'est vrai ce qu'on te raconte, ce qui nous arrive, c'est vrai, quoi. C'est pas des blagues. Parce que ma famille me disait, mais vous racontez n'importe quoi, c'est pas possible. Ouais. Et quand ils ont vu vraiment ce qui se passait avec mon père, avec elle, ils ont dit, bon, arrêtez vos conneries, quoi. Maintenant, ça suffit. Et ces éléments de cuisine qui sont tombés, ils sont tombés la même nuit, parce que vous faisiez ça le soir, les tables tournantes. Oui, non, ils sont pas tombés la même nuit, non. Ouais. Non. Combien de temps après à peu près? Je m'en souviens plus du tout. C'était proche ou c'était très plutôt... proche, oui. Ouais. Ouais. Mais j'imagine que quand on voit, parce que c'est en principe très bien fixé ce genre d'élément, parce que ça porte du poids. Oui, c'est ce qui nous a semblé bizarre, que c'était bien fixé, comment ça avait pu tomber. Vous avez inspecté les fixations, on n'est pas monté chez elle, non. Ouais. On n'est pas monté chez elle. Et cette cuisine, elle était solide parce que. Je pense, hein. Je pense qu'elle était solide, ouais. Je pense, oui. Ouais. Un dernier détail avant de faire une petite pause et de retrouver Renaud Évrard et Pierre Massias qui vont pouvoir sûrement vous poser, qui vont vouloir sûrement vous poser quelques questions et puis nous livrer leur interprétation. Je veux revenir sur ce couvercle de panier à linge. Ça oui. Je l'ai vu parce que je me coiffais dans la glace de la salle de bain et il était derrière la panière était derrière et je l'ai vu se soulever. Je me suis dit merde. Voilà quoi. Ça s'est soulevé. Mais ça s'est soulevé très haut, Non, pas très haut, non. Ouais. Non, mais ça s'est soulevé.
Ça a dû vous faire un sacré choc quand même, non? Non. Non, je me suis dit, tiens. Ouais. Et depuis que vous avez arrêté de faire les tables tournantes, Ouais. tout a cessé petit à petit finalement. Ouais, parce qu'on a tellement... Je dis, ma belle-sœur, elle a encore eu plus de soucis que nous, elle. Mhm. Une fois, ils habitaient une vieille maison. Et une fois, elle avait ouvert son armoire à linge. Ouais. Elle a eu plein de mouches quand sont sorties. Et le beau-frère, je sais qu'il avait fait une table, lui, carrément le truc en bois. Il le faisait du matin au soir. Il amenait ça à l'usine dès qu'il avait une pause. Comme si qu'on était accro. Vous savez, Ouais. comme si qu'on nous poussait toujours à vouloir faire pour pouvoir communiquer avec les gens. Ouais, je sais pas comment je pourrais... Oui, il y avait une vraie dépendance quoi qui s'était installée Voilà, vraiment. ouais, on le faisait tout le temps. Et je me Mhm. rappelle qu'un jour, on l'avait fait, ça avait énervé ma belle-sœur, je sais plus pourquoi, et le verre, il s'est mis à valdinguer contre les murs, contre son mur, quoi. Là, on a tellement eu la trouille, là, on a dit, bon, il va falloir qu'on arrête nos conneries, parce que on sent que ça va finir mal. Ouais. Et depuis que vous avez arrêté, là, ça c'était il y a quoi? Il y a une dizaine d'années à peu près, tout ça. Ouais. Bon. Depuis que vous avez arrêté, plus rien, plus de choses bizarres, particulières chez vous? Non, et puis j'ose pas trop, non, on n'a plus rien, non, on a arrêté. Ouais. Ouais. Clarence, Oui. on se fait une petite pause Oui. et juste après, je vous confierai à mes deux collègues, Pierre Macias et Renaud Évrard, pour discuter tous les quatre ensemble de ce que vous avez vécu et essayer de comprendre ce qui s'est passé, si vous le voulez bien. D'accord ? D'accord. À tout de suite. Nous sommes en compagnie de Clarence, notre première témoin de ce soir, qui nous a raconté il y a quelques minutes toute cette série d'événements qu'elle a vécu il y a une dizaine d'années dans le nord de la France, lorsqu'avec son mari ils habitaient dans l'Aisne. Renaud Évrard, je me tourne vers vous pour commencer. Quel est votre premier sentiment ? C'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent, cette sorte de passage depuis les tables tournantes jusqu'au phénomène de hantise, avec une impression de perte de contrôle, des questions sur justement si on n'a pas ouvert une porte aux esprits, justement la possibilité qui s'introduisent dans notre vie. Ça, c'est quand même un circuit qu'on retrouve assez fréquemment chez un peu n'importe qui, parce qu'on n'est pas très bien formé, on ne sait pas tellement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que sont ces phénomènes. Ouais. Alors, les petites questions que j'ai gardées encore un peu de côté. J'ai pas très bien compris si votre père participait aux séances. Non, pas du tout. D'accord. Donc lui, le fait qu'il ait dépéri pendant un temps, c'est vous qui avez fait le lien. Il n'avait aucun rapport direct avec les tables qui tournent ou tout ça, quoi. Non. D'accord. Il savait que vous le faisiez quand même. Non plus, non. On l'a juste dit à ma sœur par rapport à son mari, comme quoi il était en colère après elle. Elle nous a dit vous racontez des conneries, quoi. C'est Ouais. Mais sinon, non, mes parents on leur a jamais dit non. Ah, vous leur en avez jamais parlé ? Non. D'accord. D'accord. Et aussi, vous avez dit que la sœur qui a eu des phénomènes là, avec les éléments de cuisine, est-ce qu'elle a participé, vous avez dit? Non plus, non. Il D'accord. n'y avait que moi et mon mari et des amis donc qui habitaient dans l'immeuble avec nous. Oui. Et ma belle-sœur et mon beau-frère, donc la sœur de mon mari. D'accord. Et vous avez dit que ça se déplaçait tout seul. Est-ce que vous mettiez quand même, d'habitude dans cette pratique, Oui, je sais on qu'il y a un met nom en notre français doigt pour dire ça, mais en allemand on appelle ça Glasroken. On met la main ou le doigt dessus, Le tout le doigt, monde met oui. ça, et puis l'objet bouge, c'est ça? Voilà, et même des fois on soulevait notre doigt et le verre il bougeait tout seul. D'accord, quand même. Ouais. C'est... Avec vraiment une force incroyable, quoi. Vous étiez combien autour de la table à chaque fois ? On était 4, des adultes, parce que Ouais. il fallait pas d'enfants, Mhm. parce que les enfants c'est vulnérable. Ouais. Oui, tout à fait, ça, oui. On les mettait au lit, on voulait pas d'enfants avec nous, on n'était que 4 ou 5 adultes à chaque fois. D'accord. Est-ce que selon vous, il y avait un médium parmi vous? Non. Enfin, pas que vous sachiez. Oui. Non, je ne pense pas. Il y avait moi, mon mari, ma belle-sœur, mon beau-frère et une amie à eux. Et non. Et personnellement, vous n'avez jamais vécu de phénomène, à part ce que vous nous avez rapporté, mais
en dehors des séances de spiritisme, avant, après avoir arrêté? Mais moi, je sais que je ressens beaucoup de choses qui arrivent par la suite. Mais mis à part ça, je sais que le père de mon mari avait des dons de voyance aussi. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Pierre Macias, est-ce que tu as des questions complémentaires? Des questions peut-être. Je me demandais si Clarence, vous aviez des inhibitions par rapport au phénomène de base, à l'utilisation du Ouija, la communication avec les esprits. A priori, dans quel état d'esprit vous abordiez ça la première fois, la deuxième fois, quand ça s'est mis à marcher? La première fois, des fois, on rigolait des fois. Mm-hmm. Ouais, on prenait pas trop ça au sérieux, quoi. Mm-hmm. Oui, vous preniez pas ça au sérieux, vous n'éprouviez pas de peur, vous, a priori. Non. Vous appeliez vraiment à la communication sans restriction. Voilà, oui. Mm-hmm. Et en fait, là, on se retrouve finalement dans un cas, je dirais presque typique. Il n'y a pas forcément le déroulement habituel, hein, je dirais. C'est un groupe de personnes qui a envie de discuter avec les esprits à travers un Ouija qu'on trouve assez facilement. Aux États-Unis, c'est vendu comme un jouet. Ouais. Oui, mais il y a les tables tournantes, mais après il y a tout ce qui s'est passé à côté. Je pense par exemple à ces ampoules qui claquent alors qu'elles sont éteintes, au couvercle de la panière à linge sale qui se lève toute seule et qui retombe. Il y a quand même pas mal de choses comme ça qui se sont produits complètement en dehors des tables tournantes. Tout ça s'est produit pendant que la période où vous faisiez de la table tournante, hein, on est d'accord, Clarence? Oui. Hein, voilà, c'est pendant cette période qu'il y a eu tout un tas de trucs qui se sont mis en marche comme ça là. Oui, ben justement, je pense que Clarence et les quelques personnes qui faisaient ça avec elle est rentrée dans un système, je dirais, un petit peu dans un univers où le phénomène, éventuellement le phénomène psy, pouvait être généré sur fond de communication, sur fond de séances spirites, sur fond de communication avec les esprits. C'est eux qui, de manière inconsciente, auraient déclenché tous ces phénomènes au fur et à mesure. C'est pas impossible, tout à fait. Et voire même indépendamment de cette communication avec un esprit. C'est-à-dire que il y a énormément de choses là en fait, parce qu'il y a du phénomène psy éventuel spontané. Il y a la séance spirit où il peut se passer énormément de choses, même hors communication avec les esprits. Je crois que par expérience personnelle que la séance de spiritisme où on va chercher à communiquer soit avec la table tournante comme à la bonne vieille époque en posant les mains dessus, soit avec le Ouija, tout ça peut créer une atmosphère, un instant parmi dans le groupe présent, pour que certains d'entre les membres de ce groupe expriment quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a les barrières psychologiques qui tombent et s'ils ont quelque chose à sortir, alors une rancœur, un mal-être, etc., ça sortira par le biais d'un phénomène paranormal. Parce que ils sont là en train de baigner dans cet univers, quoi. Voilà, la séance, cette séance, communication avec un autre qui est extérieur à eux, donne l'occasion justement d'exprimer tout ça. Et Clarence disait les enfants sont vulnérables. Je crois que même les adultes peuvent tout à fait se retrouver dans cette situation-là. Renaud Évrard, est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Oui, tout à fait. Mais les problèmes, c'est que on n'a jamais pu vraiment mettre en évidence que les messages obtenus lors de séances de spiritisme venaient vraiment d'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont très variés. Effectivement, il y a des informations qui peuvent être vérifiées sur une très bonne connaissance de la vie des personnes. Il y a aussi des informations tout à fait loufoques comme je vais au cinéma, comme on a entendu. Et il y a aussi les informations qui se glissent, qui sont peut-être des projections inconscientes, des choses très négatives, d'harcèlement, ça va pas, des émotions négatives qui sont mises comme ça sur le tas, interprétées comme venant de la part d'entités, mais qui sont peut-être
et souvent des projections des vécus personnels des gens qui sont là lors de la séance. Par exemple, ça peut être une homosexualité refoulée. Moi, j'ai déjà eu le cas. Ça peut être plein de choses comme ça. Et en fait, on a ouvert une porte où à la fois on n'est plus responsable et à la fois on pense que les phénomènes psy sont possibles et que ça s'en suive par une forme de mésentée ou alors n'importe quel phénomène un peu bizarre va être interprété comme l'action d'un esprit. C'est pas seulement que effectivement ça peut être des phénomènes réels, mais il y a aussi dans l'idée, dans le psychisme des gens, quelque chose qui est plus fermé. Il n'y a plus il y a plus ce verrou de sécurité. Quoi. Oui. C'est ça. On a ouvert une porte, mais vraiment déjà à l'intérieur, on est fragilisé. Ouais. Et, comme dit Pierre Massias, enfant comme adulte. C'est pour ça que finalement les spirites ont invoqué beaucoup de règles comme ça qu'ils ont créées pour se protéger, c'est-à-dire pas poser des questions plusieurs fois, pas poser des questions sur la mort des gens, et puis se méfier des mauvais esprits, parce qu'il ne faut pas croire que tout ce que nous disent les esprits sont positifs, et donc du coup il y a aussi toutes les règles qui sont établies par rapport à ce qui se passe dans la séance et ce qui se passe hors de la séance. Et certains spirites pensent que ce qui se passe hors de la séance n'est pas le fait des esprits qui sont présents dans la séance. Oui. Et faire le lien, comme le faire dire que le phénomène que la belle-sœur ou la sœur a eu, c'est dû à la colère du beau-frère, que la maladie c'est dû à un ressentiment, tout ça. C'est un lien qui est fait par les personnes, mais il faudrait qu'ils analysent parce que c'est pas forcément évident. D'accord. Mais est-ce que il y a eu phénomène paranormal? Je sais pas moi, ces éléments hauts de la cuisine qui se cassent la figure sans raison, alors que visiblement ils étaient bien fixés au mur. Ces ampoules qui pètent comme ça alors qu'elles ne sont pas allumées. Des objets qui bougent, le couvercle de la panière à linge sale qui bouge tout seul. Est-ce que ce sont des phénomènes paranormaux ou pas? On peut penser que oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les éléments pour objectiver. Les personnes étaient là, elles pensent que c'est tout à fait réel, mais en plus, comme on le voit par exemple sur l'apparition, ok, il y a la moitié qui est le phénomène paranormal, le chat qui se met à regarder, l'apparition qui avance et qui disparaît, mais l'autre moitié est remplie par la personne. C'est-à-dire que là, on voit peut-être un torse en blanc laiteux, mais le fait que ce soit pris comme le père du mari, oui, parce avec les plaques de cimetière, voilà, c'est pas l'esprit qui le dit, c'est pas le phénomène. Non, ça c'est Clarence qui l'interprète. Ça, Clarence, c'était votre interprétation à vous, bien entendu. Oui, j'ai pensé que c'était ça, qu'il y avait les plaques dans la baignoire. Voilà, je veux dire, il y avait un rapport comme ça étonnant, ça se produise ce soir-là, le soir du jour où vous êtes allé chercher ces plaques au cimetière. Voilà, oui. Bon, si ça s'était produit 10 jours après, bon, on aurait pu dire... c'est autre chose. Mais là, bizarrement, il y a une relation entre les deux. Voilà, oui, mais là, Louis, on peut toujours le tourner un petit peu comme on veut. C'est-à-dire que si on fait la relation au marbre du cimetière, ça peut être aussi bien dû aux personnes qui ont manipulé ce marbre, qui sont allées le chercher, etc. Ouais. Ça crée la relation. Ça n'amène pas automatiquement à forcément dire il s'agit du fantôme, du revenant de l'esprit de cette personne. Tu veux dire que Clarence aurait pu produire cette apparition de manière inconsciente Alors, à ce niveau-là, je sais pas. Disons que si on fait, je discutais du rapport aux plaques des plaques de marbre à l'esprit la personne décédée. C'est-à-dire que les gens qui vont croire à la survivance, etc., et aux apparitions d'esprit, vont associer donc le fait d'avoir déplacé le marbre au fantôme lui-même. Ils vont dire, le fantôme existe puisqu'il est apparu là en même temps. Mais on peut très bien dire aussi, c'est la personne ou l'une des personnes qui ont déplacé le marbre qui ont produit un phénomène quelconque. Parce que en le reliant à l'esprit, en le reliant à ce marbre, c'est prendre ce marbre qui est relatif à une personne défunte dans un contexte de séance spirite auquel on est accro, avec en plus des phénomènes éparses qui peuvent
qui auraient pu être objectivées, telles les ampoules qui éclatent, etc. La personne peut continuer pour rester dans cet univers, à produire elle-même un phénomène d'apparition. Ouais. Dites-moi, Clarence, est-ce que le fait, parce que vous nous l'avez bien dit, clairement, autour de vous, vous et ceux qui participaient à ces tables tournantes, vous étiez vraiment accros à ces tables tournantes. Ça n'a pas été trop dur de décrocher, comme on dit? Non, parce qu'on a pris peur après. Ouais. On a pris peur. Ouais. Et là, ce qui fait que du jour au lendemain, tac, vous avez arrêté et c'était fini. Ouais. Et plus jamais vous n'avez retenté une séance. Non, plus jamais de la vie, non. Et à vous entendre, vous n'êtes pas prête de le refaire. Non. Visiblement. Non. Là, on est tranquille. Je veux rester tranquille. Non seulement vous avez pu essayer de le faire, mais vous n'avez plus eu de phénomènes du genre ampoule éclatée ou ce genre de choses. Personnellement, je pourrais imaginer que si tout cet ensemble de phénomènes était dû à un esprit désincarné, pourquoi lui se serait arrêté à ce moment-là? Ah, exact. Oui, c'est vrai. Bon mais vu qu'on les embêtait plus, il n'est plus nous embêter. Ah, vous envisagez ça comme embêter les esprits? Et voilà, c'est ce qu'on s'est dit, on va plus aller les embêter, alors on peut nous embêter. Je voulais vous dire aussi une petite anecdote, quand on l'avait fait avec des amis. Ouais. Il y a une dizaine d'années, ils nous avaient prédit une 3e guerre mondiale avec le monde arabe. Oui. Et voilà, quoi. Bon, on est loin de la guerre mondiale, là, quand même, heureusement. On est loin de la guerre mondiale, mais bon, il y a quand même une petite guerre avec le monde arabe, les États-Unis ou... Oui, pas tout le monde arabe, heureusement. Il y a beaucoup de pays arabes qui sont en paix, et heureusement d'ailleurs. Mais... Oui, mais enfin, ce genre d'association guerre mondiale... C'est un peu trop large, quoi. Oui. C'est un peu trop large et un peu trop vague. Ouais. Encore, et vous aurez donné un détail, vous voyez, genre 2 tours vont exploser, là, on se serait dit, là, il y a un témoignage solide, là, il y a du lourd, quoi. Mais là, c'est un peu vague, quand même. On trouve ça d'ailleurs on peut trouver ça dans certaines séances spirites de ce type-là, et des voyances, même de personnes qui sont autour de la table. Issei nous l'avait dit aussi. Pardon? Il nous l'avait dit aussi que des amis qui étaient avec nous allaient se séparer de leurs copains et copines respectifs et ils allaient se mettre ensemble. Alors on n'y croyait pas du tout et ça s'était fait. 2-3 ans après, ça a été... Ah oui? Ouais. Et de personnes qui étaient autour de cette table. Ouais. Dites donc, c'est dangereux de venir jouer avec vous aux tables tournantes, hein? Ouais, ils nous avaient dit qu'ils allaient se mettre ensemble, on rigolait parce que c'était pas du tout dans le... Oui, dans l'esprit du jour, quoi. Non, pas du tout, non. Et 2-3 ans après, on a appris qu'ils s'étaient mis ensemble. D'accord. Ouais. Renaud Évrard, c'est vrai qu'il peut y avoir production de phénomènes de voyance, pendant une séance de table tournante. Oui, mais encore là, c'est difficile. Entre l'hypothèse de désir inconscient des 2 personnes qui se sont finalement mis ensemble et l'hypothèse d'une véritable voyance, d'une prémonition dans ce cas-là, c'est difficile. Mais non, mais je parlais en général. Le problème, c'est que si on ne connaît pas les phénomènes paranormaux en général, et puis la théorie de fait que ce soit des êtres humains qui produisent ces phénomènes, dans des conditions très variées, pas forcément en rapport avec le dérangement des esprits, on interprète toujours ça selon une certaine grille paranormale. Alors peut-être que Clarence n'est plus dépendante de ces tables, comme elle a pu l'être, mais elle reste dans ce système d'interprétation. Oui. Et après, il va avoir des tonnes de phénomènes qu'on peut peut-être isoler et expliquer différemment, qui sont pris comme ça. Par exemple, là, il y a encore les mouches qui sortent de l'armoire à linge. Les mouches, elles pondent, elles naissent, et puis dans des endroits comme ça, c'est possible, finalement. Bien. Donc, c'est assez difficile à bien, après, reprendre un esprit d'analyse et de recul. Ouais. C'est un mixte des deux, quoi, en fait. Bien. Merci beaucoup, Clarence, en tout cas. Oui, merci à vous aussi. Je vous souhaite une excellente soirée, et puis si jamais quelque chose de bizarre se produit autour de vous, n'hésitez pas évidemment à nous rappeler. D'accord. Ce sera avec grand plaisir. Bonne soirée, Clarence. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Renaud Évrard, Pierre Massias, faire tourner des tables jouées entre guillemets au Ouija, est-ce que ça peut être dangereux, Renaud? C'est une question que se sont posées énormément
énormément de psychiatres et de psychologues au début du XXe siècle, parmi les plus grands noms, et donc eux, ils ont conclu qu'effectivement, ça pouvait être dangereux. Et qu'est-ce qui permettait que ça ne devienne pas des psychoses ou que ça ne devienne pas dangereux? C'était d'une part les informations scientifiques, les études qui étaient faites sur la question, qui permettaient justement de savoir d'où viennent vraiment ces messages. Est-ce qu'on peut parler de voyance ou est-ce que c'est vraiment de communication avec les esprits? Ouais. Et puis aussi, il y a tout un principe de règles morales, par exemple, ne pas qui sera plutôt dicté par ceux qui pratiquent couramment. Donc, il y a des spirites comme ça dont je parlais, qui ont invoqué des règles, justement pour éviter ces formes de dépendance, pour éviter par exemple de contacter des morts qui sont très récents, parce que là effectivement on est beaucoup trop pris et là il y a souvent des dérapages. Ouais. Donc c'est ce genre un peu d'amitié de l'information scientifique, et puis à la limite il y a certains spirites qui donnent des consignes, quoi. Pierre? Oui, je pourrais répéter ce que vient de dire Renaud finalement, mais personnellement je me pose plus la question des dérapages possibles pendant une séance spirit. Je suis persuadé que ça peut se produire. En fait, si on me demande est-ce qu'une séance spirit peut être dangereuse, je dis oui, non pas par rapport à un éventuel esprit, mais par rapport au phénomène, au rapport des personnes dans le groupe. Psychologiquement, ça peut être dangereux, ça peut déstabiliser, ça peut déstabiliser l'un ou l'autre en fonction de ce qui se passe. Ça peut créer comme je disais tout à l'heure, certains peuvent évacuer une sorte de mal-être, des choses non dites, en produisant des phénomènes paranormaux. Et ne serait-ce que ça, même sans produire de phénomènes paranormaux par la suite. Donc, mais on reste donc là au niveau de la psychologie du groupe. Donc à ce niveau-là, j'aurais tendance à dire pourquoi ne pas essayer une séance spirit, jouer un petit peu avec le Ouija pour voir ce que ça donne. Parce qu'il peut y avoir des choses amusantes, il peut y avoir des choses intéressantes, il peut y avoir des choses productives au niveau psy, mais pas n'importe comment. Ouais. C'est pas un groupe d'ados ou 4 ou 5 ados de, je sais pas moi, 13-14 ans qui vont faire ça entre eux. Par la méconnaissance même de la psychologie de base, je dirais, de relations de tous les jours. Ça peut très vite monter en pression et déraper. Voilà, j'aurais tendance à avoir peur plutôt de ça. D'accord. Sur ce point, il y a un super livre à lire. C'est la thèse de Pascal Le Maléfant, qui est un psychologue, qui s'appelle Folie et Spiritisme, et c'est vraiment très très intéressant sur cette question justement du rapport délicat au spiritisme. Ouais. Voilà. Une pause et dans quelques instants un nouveau témoignage. Nous allons découvrir une prémonition qui a sauvé celui qui l'a vécu d'un accident qui aurait pu être grave. Vous êtes dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Deuxième témoignage dans Les Aventuriers de l'étrange ce soir, soirée consacrée exclusivement, vous le savez, à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et me laisser votre témoignage sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange, sans oublier de me laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler ensuite, bien entendu. Charles est notre deuxième témoin. Charles, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre dans Les Aventuriers de l'étrange. Alors vous avez vécu un phénomène que moi je trouve tout à fait intéressant, puisque on en a discuté ensemble avant que vous ne passiez à l'antenne, bien sûr. Pour commencer, ça s'est déroulé il y a combien de temps? Il y a environ 25 ans, on va dire ça. Oui, ça remonte à pas mal. Oui. Et bien que ça fasse 25 ans, ça reste toujours présent dans votre esprit. C'est pas le genre de choses qu'on oublie. Ça, c'est tellement particulier que... Voilà, c'est pour ça que, c'est vrai que... Alors, dans quelles circonstances est-ce que ça s'est passé? Racontez-nous la scène. C'est pas très compliqué, c'est assez rapide à expliquer. Je travaillais donc à l'époque en fonderie. C'était une très vieille fonderie et donc j'étais amené on était assez polyvalent, donc à ce moment-là j'étais amené à désabler des pièces et donc enfin ceux qui connaissent les fonderies me comprendront. Désabler, ça veut dire enlever le sable parce qu'on a besoin de sable pour couler. Ouais. Et
donc j'étais, si vous voulez, j'avais un genou à terre et j'étais contre un mur. Et au-dessus de moi se trouvaient des serre-joints très importants, puisqu'il s'agissait donc de maintenir les coffrages. Hein, donc, ah oui. C'était des serre-joints qui devaient peser environ au moins 3 kg, 3,5 kg. Belle bête, oui, d'accord. Voilà, qui étaient tous accrochés les uns au-dessus des autres. Oui. Et moi, je travaillais évidemment dans le bruit et la chaleur. Et évidemment, j'avais un casque, forcément, puisque c'est obligatoire. Et à un moment précis, à un moment précis, j'ai levé ma main, mais en fait, je n'ai pas levé ma main. À un moment précis, ma main s'est retrouvée au-dessus de ma tête, et à partir de ce moment, j'ai reçu donc un serre-joint parfaitement équilibré au centre de ma main. Voilà, en quelques mots, ce qui s'est passé. Donc je ne pouvais pas entendre et je ne pouvais pas voir puisque j'étais accroupi, que j'étais affairé à travailler. Oui. Et j'ai trouvé ça assez étrange. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous aviez vraiment l'esprit concentré sur ce que vous faisiez? Absolument. Oui. Hein, je veux dire entièrement à votre ouvrage, quoi. Voilà. Un genou à terre, le casque sur la tête, en train de désabler une pièce. Et d'ailleurs, j'aime bien l'expression que vous avez employée. Vous avez dit j'ai levé ma main. Enfin non, c'est ma main qui s'est levée. Voilà, c'est vrai. Comme si vous ne la contrôliez pas, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai rectifié. Oui, tout à fait. Et alors, ça d'une part. Et d'autre part, bon, il y a un bruit infernal dans un atelier comme ça en règle générale. Hein. Oui. Donc vous ne pouviez pas entendre le cliquetis ou le glissement du serre-joint qui allait tomber, etc., etc. Non. Ça paraît franchement très peu probable. Et alors, autre chose, c'est que le serre-joint est tombé pile poil dans le creux de votre main, bien équilibré. Je veux dire, pour refaire un coup pareil, il aurait fallu des heures d'entraînement, je pense. Hein. Oui, je crois qu'on aurait quand même couru un risque, malgré tout. Oui, parce que recevoir le serre-joint sur le casque, encore ça va, mais il aurait pu riper, vous péter une clavicule ou tomber sur le dos. Enfin bref, vous auriez pu vous faire un peu mal quand même. Il aurait pu occasionner des dégâts, c'est vrai. Ouais. Alors, je vous l'avais dit, Pierre Massias, Renaud Évrard, ce phénomène est tout à fait particulier, très court. Ça a duré une fraction de seconde. Hein. D'ailleurs, sur le coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous vous êtes retrouvé comme ça avec la main au-dessus de la tête et le serre-joint dans la main? Rien du tout. Rien, j'ai pas compris. Ouais. J'ai pas compris. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas. Donc, quand ça s'est passé, j'ai pas compris non plus. Je comprendrai jamais. Vous avez regardé le serre-joint et vous l'avez raccroché et puis repris le travail, j'imagine? Ben oui, simplement. Ouais. Parce que même si j'avais entendu, tout à l'heure vous parliez du bruit qu'aurait pu faire éventuellement le serre-joint en tombant, même si je l'avais entendu tomber, j'aurais pas eu le temps matériel, étant donné qu'il était à environ 1,50 m, ou oui, à peu près 1,50 m, on va dire 1,60 m de mon casque, de ma tête. Oui. J'aurais pas eu le temps matériel de réagir. Parce qu'il y a quand même un délai. De réaction. Réaction. Oui. Ce qui veut dire que votre bras, parce qu'on va parler de votre bras comme s'il était indépendant de votre corps, votre bras n'a pas réagi, mais il a anticipé. On va dire ça comme ça, si tant est que mon bras ait pu à ce moment-là avoir un... Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais vous avez anticipé le geste qui fait que vous êtes arrivé pile poil au moment où le serre-joint allait heurter votre tête et tac, là le serre-joint est pile poil tombé dans le creux de votre main. Voilà, exactement. Ouais. Alors, on a bien résumé la situation, bien mis en place le décor. Renaud Évrard, qu'en pensez-vous? Bonjour chat. Bonjour. C'est vrai que c'est un phénomène très étonnant.
donc une sorte de réaction à l'invisible. Donc on a parlé là de réflexe, c'est vrai que ça donne toute cette idée, mais un réflexe anticipé, on a du mal à comprendre, c'est sûr. Mais effectivement, il y a des études en parapsychologie sur le pressentiment. Ce qu'on appelle le pressentiment, c'est les prémonitions inconscientes. Il faut savoir qu'on réagit finalement, même sans s'en rendre compte, à des choses qui peuvent se produire dans le futur, et ça, on a pu le tester. On a pu tester ça avec, par exemple, Dirk Bierman, qui travaille à Amsterdam et à Utrecht, sur des images négatives qu'on présentait aux gens, et des images neutres. Et on se rendait compte qu'ils réagissaient de façon anticipée aux images négatives et pas aux images neuves. Donc, d'une certaine façon, ça a été démontré expérimentalement que l'être vivant, pour sa survie, il fait appel à tout ce qu'il peut, et finalement, s'il peut faire appel à la prémonition, il le fait. Et donc là, ça vous a certainement sauvé la vie. Pourquoi votre main a été guidée de la même façon que si on vous jetait quelque chose devant votre visage, vos yeux se fermeraient ou votre main se mettrait devant. Donc on peut parler d'une sorte d'arc réflexe, effectivement, mais l'information aurait été prise dans le futur. De façon descriptive, c'est ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Charles a vécu, alors sans qu'il s'en rende compte, là c'est vraiment de l'instinct de survie, quoi. Vraiment, sans qu'il s'en rende compte, aurait vécu une prémonition qui a fait que, de manière inconsciente, et son cerveau a tout de suite lancé la réaction, pour arrêter pour intercepter le serre-joint qui allait lui fracasser le casque. Pierre Massias. Merci. Nous sommes d'accord. Non, effectivement, on peut penser à la prémonition dans un cas comme ça. On peut se poser la question au moins, on émettre l'hypothèse. On peut faire assimiler ça au contexte de production du phénomène psy sauvage dans la vie de tous les jours. Qui répond à un besoin, qui répond à une situation de défense, qui répond à une nécessité d'exprimer quelque chose. On a vu ça, il y a une raison derrière le psy dans la vie de tous les jours. Ici, de se protéger, on connaît ça dans la littérature. Il m'est venu en tête le cas typique de la mère qui va retirer en pleine nuit, qui se réveille, qui va retirer le bébé de son berceau, et à ce moment-là le lustre lui tombe sur le berceau. Ah oui, c'est un cas qui est c'est un cas qui est assez souvent cité et qui s'est produit réellement, qui a été rapporté comme tel en tout cas réellement. Donc on pense toujours quand on s'intéresse au cas de terrain à la production du psy dans tous les jours. Il y a même des expériences. Par exemple, celle de Bierman dont parlait Renaud va un petit peu dans ce sens-là, où les gens réagissent immédiatement avant un événement particulier, une photo qui va les déranger, qui va les choquer. Dans la vie de tous les jours, ça peut se produire un petit peu de la même manière. On peut imaginer la production du psy de la même manière, comme par exemple. Je pensais à des expériences en fait dont on m'avait parlé, qu'on aurait pu faire peut-être à une certaine époque, de mettre un générateur aléatoire sur une serrure électronique et de demander à des gens de pénétrer dans la pièce où il y avait la porte. Sur laquelle donnait la porte, et le générateur aléatoire contrôlait la possibilité d'ouvrir ou pas la porte. On aurait pu voir si les gens produisaient du psy, de la psychokinèse dans ce cas-là, et que le générateur sente que influencer le générateur pour ouvrir la porte. Qu'ils allaient ouvrir la porte ou pas. D'accord. Mais alors là, en ce qui concerne le cas de Charles, ça ressemble furieusement à une prémonition quand même. Son cerveau a détecté quelque chose dans le futur qui allait menacer l'intégrité de son corps. Donc, hop, réaction. Ça y ressemble, mais je suis pas convaincu quand même à 100% dans la mesure où, même au milieu d'un bruit ambiant important, on peut entendre un bruit, un détail que l'esprit va attraper au passage, dont on ne va pas avoir conscience. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Mais là, Charles nous a bien précisé que si on répétait l'expérience, on lui dit attention, au clic,
tu lèves le bras pour rattraper le serre-joint. Oui. Le temps qu'il entende clic, qui commence à lever le bras, il a pris le serre-joint sur le casque. Mais là, on a construit un modèle pour représenter une situation réelle. Ce modèle n'est peut-être pas représentatif de la situation réelle. Peut-être y a-t-il eu un bruit ou un événement particulier avant, suffisamment avant que pour Charles, alarmer, voilà, qui lui aurait donné l'indication, il va se passer quelque chose. Et ça aurait permis à Charles de mettre la main au bon endroit au bon moment. Disons que je pense qu'on peut entrevoir une explication comme ça. Bon, maintenant, je suis pas opposé non plus à la prémonition. Oui. Les deux hypothèses méritent d'être étudiées. Le problème, c'est que là, après coup, il va être dur de faire la part des choses. Ouais. Charles, que pensez-vous de ces deux hypothèses, l'une présentée par Pierre Massias qui dit que d'une manière inconsciente, votre corps, votre oreille aurait perçu un avant-signe et aurait donné l'alarme au cerveau. Vous aurez réagi de manière inconsciente. Et Renaud Evrard qui dit plutôt, comme le cerveau travaille à préserver l'intégrité, une question de survie du corps, toutes ces antennes sont en alerte, même si on s'en rend pas compte. Et là, une des antennes a pioché dans le futur, très court, quelque chose qui allait se passer et a réagi en fonction. Que pensez-vous de ces deux hypothèses? Personnellement, même si c'est assez compliqué et difficile à comprendre, je pencherai pour la première. Oui, celle de la prémonition, de ressentir que votre cerveau a chopé ce qui allait se passer, quoi. Ouais, mais bon, toujours pareil. Parce que sinon, vous savez, le bruit quand on travaille sur parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on était tous un peu, on travaillait tous à des postes différents, on changeait de poste un peu toutes les heures. Et bon, personnellement, je travaillais sur une tronçonneuse et je mettais des morceaux de papier dans mes oreilles, du papier essuie-tout dans mes oreilles parce que ça ne protège pas le tympan et c'est vrai que j'avais les oreilles assez abîmées quand j'ai terminé ce travail. Donc c'est vrai que entendre avec le problème d'oreille et le bruit en plus qui régnait en permanence, j'ai pas pu entendre quoi que ce soit, c'est impossible. Et puis vous avez anticipé la chute. Ah oui, c'est ça. C'est ça surtout. C'est ça qui ne peut être expliqué que par la première. Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre d'autres comme ça moments un petit peu particuliers, une prémonition, quelque chose, ou pas du tout, plus jamais? Franchement, non. Non, je vous raconterai des bobards. Oui, non, c'est pas le but. Pas du tout le but. Hein. non, Charles, pas du tout. Mais là, moi, je trouve ce petit phénomène, petit par la taille, parce qu'il s'est passé en une fraction de seconde, ça a vraiment été très rapide. Je trouve ça très intéressant, vraiment. Je pencherai pour, excuse-moi Pierre, mais pour l'hypothèse que défend plutôt Renaud. Je pense pas qu'on puisse faire. On peut pas trancher de manière définitive. Il aurait fallu enquêter, reproduire la situation, voir un petit peu. C'est extrêmement délicat de reproduire la situation parce que il n'y a pas que les oreilles pour ressentir quelque chose qui va pour appréhender un phénomène. On a 5 sens. Il y a plein de choses possibles. Oui, tout à fait. Une troisième hypothèse, mais justement moi ce que j'ai proposé était un peu à mi-chemin. La troisième hypothèse, ce serait de dire qu'il y a une intentionnalité supérieure qui a fait bouger ce bras pour préserver la vie de Charles. Alors, attendez Renaud, une intentionnalité supérieure, en français c'est quoi? Un esprit? Ça peut être Dieu, les anges, d'accord. Gardien, des choses comme ça. Ça c'est une autre hypothèse aussi respectable que les autres, mais là elle fait intervenir la croyance, donc c'est pas pareil. C'est ça, mais finalement la mienne aussi, chacune, mais moi j'ai replacé cette intentionnalité supérieure dans l'être vivant lui-même, c'est-à-dire ce que veut le vivant, c'est survivre. Et donc pour ça, il fait par tous les moyens. Et donc, oui, tout à fait. Voilà, de toute façon. Charles, cette dernière hypothèse de votre ange gardien, finalement. Figurez-vous que c'est la seule, personnellement, que j'ai envisagée.
veux pas parler de Dieu. Hein, mais vous en avez le droit, hein. Vous en avez le droit. Il y a rien là-dedans, même s'il existe, je ne sais pas. Ouais. Mm-hmm. Mais je pense personnellement, hein, ça n'engage que moi. Je pense qu'il existe quelque chose. Qu'à ce moment précis, il existait pour moi quelque chose qui m'est venu en aide et qui m'a obligé à faire ce geste, enfin le geste dont on a parlé. Sinon, je vois pas du tout comment ça aurait pu. Se produire. Non. En tout cas, Charles, vraiment merci beaucoup pour nous avoir rapporté ce témoignage que je trouve moi très très intéressant. Vraiment, joli témoignage. Merci beaucoup de nous l'avoir offert. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, c'était avec grand plaisir en tout cas, hein, Pierre, un joli témoignage. Hein. Tout à fait. Renaud, pareil. Ah oui. Bon, vous restez avec nous. Merci Charles. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Dans quelques instants, un troisième témoignage dans les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Alors là, franchement, ça va être un témoignage extrêmement intéressant, très dense, avec beaucoup de manifestations diverses, manifestations d'apparitions, de rêves prémonitoires, de tables tournantes à nouveau, et puis une pierre qui s'est pulvérisée dans une vitrine toute seule. Après le décès de son propriétaire. D'ailleurs, Françoise va nous raconter vraiment des choses extraordinaires. Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio, nous continuons à ouvrir des dossiers de ceux et celles qui nous font la gentillesse de venir nous rejoindre dans cette émission pour nous livrer leurs témoignages. Et là, c'est au tour de Françoise de venir nous rejoindre. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Françoise, vous nous appelez du Pays Basque. C'est ça. Bon, un temps pas terrible ces temps-ci, hein, dans le Pays Basque. Oh non, en ce moment, il pleut pas mal, oui. Ouais, je vous l'accorde. Alors, je suis en compagnie, vous l'avez entendu, de Pierre Massias, qui est à mes côtés. Oui. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Et de Renaud Évrard, qui est également avec nous au bout du fil. Bonsoir Françoise. Bonsoir Renaud. Ma chère Françoise, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu. Ça remonte à quoi, 13 ans à peu près? Oui. Hein, la série de phénomènes que vous avez vécu, parce qu'il y en a eu toute une succession, mais tout a commencé à partir du décès de votre époux, je crois. Oui, absolument. Oui, mon mari est décédé très jeune, donc je me suis retrouvée un peu désemparée avec 3 enfants. On imagine bien, oui. Et un jour, assez vite après son décès, je me retrouvais toute seule parce que j'avais mis quand même la petite dernière en colonie de vacances. Je ne voulais pas la priver de cela. Ouais. Et j'ai eu une crise de larmes, mais très importante, toute seule dans ma chambre. J'étais en train de faire le ménage. C'était tout bête, avec mon chiffon à la main. J'étais en train de nettoyer un cadre. C'était une peinture que je lui avais faite pour son anniversaire. Ouais. Et j'ai une chambre qui est assez grande, qui est assez vaste. Et tout d'un coup, pendant que j'étais en train de faire donc la poussière de ce cadre, j'entends un bruit très très sec. Vous savez, comme une projection sur un meuble. Et ça m'a coupé net, si vous voulez, dans mon action. Mm-hmm. Et je me suis demandé ce que c'était. Je pensais que c'était un animal parce que j'avais un chat et une chienne, mais non, en regardant, il n'y avait absolument rien. Mais ça m'a tout de même intriguée. Donc je suis allée voir du côté où j'avais entendu le bruit. Et effectivement, sur mon armoire en merisier, il y avait une marque, comme si on avait jeté quelque chose. Et je regarde, je savais pas quoi penser. Et puis en marchant sur la moquette, j'étais pieds nus. Tout d'un coup, je bute sur quelque chose, je marche sur quelque chose. Et je me rends compte que j'avais un petit échantillon de parfum. Mon mari m'avait ramené ça quelques années auparavant parce que je faisais la collection des petits parfums. Oui, et donc, c'était plein de petites senteurs qu'il m'avait ramenées de Provence. Donc, j'avais à peu près une trentaine de petits échantillons, mais assez loin de l'armoire, si vous voulez. C'est-à-dire, par rapport à l'armoire, il se situait où? Sur un meuble plus loin? Disons que ça se situait à peu près à
Presque 2 mètres. D'accord. Presque 2 mètres. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que ces petits échantillons, ils étaient tous regroupés, donc sur une étagère. Et donc je trouvais bizarre qu'ils soient là, parce que je venais de faire le ménage, justement. Et donc je savais parfaitement ils avaient tous été remis en place. Et donc, bon... Et en prenant l'échantillon, tout d'un coup, je regarde le nom du parfum et je vois le mot cyprès. Alors ça m'a un peu, pas glacé le sang, mais ça m'a beaucoup perturbée parce que j'avais l'impression que, à la suite de cette crise de larmes que j'avais, qui était très intense, et ce bruit, ça m'avait fait arrêter net. Ça m'avait occupé l'esprit à autre chose, mais c'était surtout le mot cyprès. Cyprès comme si proche, c'est ça? Moi, je l'ai compris comme ça. Et comme j'étais en train de nettoyer avec beaucoup d'amour cette peinture que je lui avais faite, donc j'étais pratiquement en osmose avec lui parce que j'étais en train de repenser. J'avais tous les souvenirs qui remontaient au moment où j'avais peint en cachette cette peinture et que je lui avais offerte. Si vous voyez, il y avait tous ces souvenirs qui me remontaient. Donc, et c'était ce parfum-là, ce mot cyprès, et ça m'a beaucoup, beaucoup bouleversée, beaucoup. Françoise, pour qu'on comprenne bien, vous étiez dans un angle de la chambre en train de nettoyer ce tableau. Ah oui, complètement à l'opposé. Donc, de l'autre côté, il y avait sur une étagère, donc à 2 mètres de l'armoire en merisier, il y avait sur l'étagère une 30aine de petits flacons de parfum. Oui, oui. Et vous avez entendu un bruit sec sur l'armoire. Sur l'armoire. Donc, si je vous ai bien compris, ce petit flacon serait parti, on imagine, serait parti de l'étagère pour heurter l'armoire violemment, car il a laissé une trace. Le merisier, ça marque facilement. Oui, tout à fait. Il a laissé une trace. Donc c'est du merisier, hein. C'est du merisier, voilà, donc c'est ça. Donc ça marque encore plus. Voilà. Il a laissé une trace sur l'armoire. Oui. Et vous l'avez retrouvé au pied de l'armoire. Vous avez marché dessus sans faire exprès. Oui. C'est ça, hein. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est un premier phénomène qui s'est déroulé suite au décès de votre époux. Oui. Mais il y en a un second concernant sa collection de pierres. Il faisait collection de minéraux. Oui, il faisait collection de minéraux auxquels il était vraiment très très attaché. Et ces pierres étaient dans une vitrine. Et donc il avait des préférences pour certaines, qui étaient très rares d'ailleurs. Et mais je m'en suis aperçue qu'un peu plus tard, parce que j'avais été appelée dans la nuit pour m'annoncer son décès, donc je ne peux pas vous dire exactement si c'était le lendemain ou le surlendemain. Oui. En regardant la vitrine, je me suis aperçue qu'une pierre avait littéralement, mais avait littéralement explosé, désintégrée, mais elle était en poussière, mais vraiment en poussière. Et je n'ai jamais pu, et à l'heure d'aujourd'hui, ça va faire 13 ans, je n'ai jamais pu y toucher. Et la pierre est toujours au même endroit, elle est pulvérisée. C'était une pierre de quelle taille ? Elle était assez conséquente, vous dire de quelle taille. Un œuf, une balle de tennis, un peu plus gros ? Un peu plus grosse, oui, qu'une balle de tennis. À peine un peu plus grosse. Ah, une pierre conséquente, donc. Oui, c'était une pierre assez conséquente, oui. Et elle était en un seul morceau, bien entendu ? Ah oui, absolument. Et là, quand vous dites exploser, c'est-à-dire... Ah, elle s'est pulvérisée. Comment vous dire ? Elle était sur un socle métallique. Oui. Et sur le socle métallique, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tout est en poussière autour du socle métallique. Il reste quelques petits brins de cailloux tout de même. Il reste quelques morceaux, oui, mais il y a beaucoup plus de poussière. Oui. Alors il y a des choses un peu brillantes dedans, c'est bon, mais ça m'a glacé le sang, ça aussi. Et
ce phénomène, vous vous en êtes aperçu parce que vous n'étiez pas là quand elle a explosé. Non. Vous vous en êtes aperçu le surlendemain au maximum qui a suivi le décès de votre époux. Oui, très vite. Je ne veux pas vous dire si c'est le lendemain ou le surlendemain. Je sais que c'est très vite parce que vous savez, dans les jours qui suivent tous ces événements, on n'a pas forcément... Je sais. On n'a pas forcément la tête à ça, je sais. Oui. Là, je vous comprends tout à fait. Donc là, je ne peux pas vous dire combien de temps s'est écoulé. Mais toujours est-il qu'il y a ça, une chose est absolument certaine, c'est que cette pierre, avant son décès, puisque je les avais prises toutes en photo, parce que j'avais pris les pierres toutes en photo, parce que quand il était malade à l'hôpital, je lui avais fait tout un panneau avec les dessins d'enfants et tout ce qu'il préférait dans la maison, et notamment les pierres. Oui. Donc je peux vous affirmer que ces photos avaient été faites 15 jours avant son décès. Et parce qu'on m'avait dit qu'il allait très mal, et donc pour qu'il ait meilleur moral et tout ça, parce que je lui disais qu'il allait revenir à la maison, que tout l'attendait et tout. Mais j'avais tout tiré en photo, et je peux vous dire que la pierre était intacte. Ouais. Il n'y a aucune autre pierre qui a subi des dégâts après. Il n'y a que celle-là. Si, il y en a une, mais je pense que il y en a une qui est en train de mourir, si vous voulez. Oui. Alors, oui, mais là, ça a l'air oui, mais je pense que naturel. Celle-là, c'est naturel. Oui. Parce que ça fait depuis à peu près 1 an qu'elle tombe un peu. Ouais, on dirait, c'est une pierre, on dirait du coton, avec des petits minéraux dedans. En même temps, là, ça fait 13 ans que votre mari est décédé. On ne peut pas raisonnablement relier les deux événements. Non, du tout. Ouais. Du tout. Et cette pierre, vous ne l'avez plus jamais touchée, celle qui a été pulvérisée, je veux dire. J'ai pas pu. Ça m'a tellement, pas traumatisée, mais ça m'a tellement marqué que je n'ai jamais osé, si vous voulez, ramasser et puis la jeter, en faire quoi, je ne savais pas. Je comprends. Et je n'ai jamais pu y toucher. Alors je fais la poussière dans ma vitrine, mais je fais autour et je la laisse telle qu'elle. Je comprends tout à fait. Avant d'aller plus loin, Françoise, je me tourne vers Pierre Macias et Renaud Évrard. Avant que l'on ne discute, ma chère Françoise, des autres phénomènes que vous avez vécus, Renaud Évrard, quel est votre sentiment après avoir écouté ce témoignage émouvant de Françoise? C'est vrai que c'est touchant. C'est encore des cas qu'on voit souvent où les objets investis par les personnes se mettent à comme donner des signes ou réagir à la mort ou au désinvestissement finalement de la personne qui meurt, et aussi comme des médiateurs qui montrent la relation, le lien, l'amour qu'il y a entre des personnes, quoi. Donc c'est des objets qui nous représentent, et donc c'est très étonnant pour nous parce que même en étant matérialiste, on ne se fait jamais représenté par les objets à ce point-là, quoi. Et là, on a l'impression qu'il y a un message, même avec le mot cyprès, par exemple. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez courant au moment de la mort. Alors après, c'est vrai que c'est difficile à dire qui a agi sur l'objet. Est-ce que c'est la personne elle-même qui perçoit ça, qui agit sur l'objet pour se convaincre de quelque chose, pour calmer son chagrin, dans ce cas-là, ça pourrait être le cas. Ou est-ce que c'est vraiment un signe défunt, comme beaucoup le pensent? Par contre, moi, ce qui m'intéresserait d'un point de vue personnel, ce serait d'avoir, par exemple, les photos, faire le comparatif des photos, si c'est possible. Je trouve que c'est un phénomène vraiment très étonnant, et si vous avez pu le préserver, ça pourrait être intéressant à voir. Françoise, est-ce que c'est possible d'avoir une photo un exemplaire de la photo de la pierre avant, et que vous nous fassiez une photo de la pierre maintenant, quoi? Oui, absolument. Ah, ce serait très gentil à vous. Oui. Il faut que je recherche les photos, parce qu'elles ont été faites il y a 13 ans, donc il n'y avait pas de numérique à ce moment-là. Oui. Oui, absolument, je peux faire cette recherche-là, oui. Ce serait très intéressant pour qu'on puisse voir. Celle qui
est pulvérisé à l'heure actuelle. Tout à fait. Ce serait très gentil à vous. Oui. Oui. Eh bien, mon cher Renaud, vous recevrez ces photos. Donc, une fois qu'elles seront passées par nos mains, bien entendu. Pas de trucage, hein. Non, vous pouvez compter sur nous. Pierre Macias, ton sentiment sur ce qu'a vécu Françoise là. Je vais rajouter à ce qu'a dit Renaud. Je suis tout à fait dans le même état d'esprit que lui. Bon, c'est un cas typique entre guillemets. De choses qui se produisent quand quelqu'un décède, quand quelqu'un de très très proche évidemment. Quand quelqu'un décède, à l'occasion d'un anniversaire d'un décès, à l'occasion de phénomènes douloureux, on aurait pu avoir, je sais pas, une horloge qui s'arrête, on aurait pu avoir quelque chose, une horloge qui tombe, un portrait qui se casse, tout à fait. Bon, là, ça a été autre chose et plus significatif éventuellement une simple horloge qui s'écroule. Bon, ça prend du sens effectivement pour Françoise. Mais il y a juste une question comme ça autour de la pierre. C'est vous dites que la pierre a explosé, mais c'était quel type de pierre? Oh là, je crois que vous me posez une colle. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste. C'était une pierre grise avec des cristaux dedans. Là, j'avoue qu'en minéralogie, je suis nul. Donc, Pierre, je ne peux absolument pas t'aider. Non, moi non plus. J'avais un mari qui était ingénieur et il était passionné de géologie. Lui devait connaître, effectivement. Oui, il connaissait tous les noms, mais moi, je suis incapable de vous dire ce que c'était. Mais c'était une pierre grise, comme un gros caillou, si vous voulez, et à l'intérieur, il y avait plein de cristaux. Des cristaux de quelle couleur? Transparent, plutôt blanc, plutôt doré? Comme du diamant, un peu. Ouais. Et comme vous avez trouvé une signification, je dirais, pour le parfum, est-ce que cette pierre représente quelque chose pour vous? Est-ce qu'elle représente quelque chose de particulier? La pierre? Oui. Non, je crois qu'elle le représentait beaucoup pour lui parce que c'était surtout à la suite de ses voyages qu'il en ramenait. Beaucoup d'Afrique, de par tous les pays où il est allé. Il ramenait des minéraux. Mais pour moi, pas spécialement, non. C'était surtout les parfums, moi, qui... D'accord. Oui. Et chronologiquement, il y a eu le décès de votre époux, ce phénomène de la pierre 1 ou 2 jours après, et un peu plus tard, le phénomène avec le flacon de parfum. Oui, alors c'est ça, le phénomène du parfum, il s'est passé, mon époux est décédé le 9 juin, et ça a dû se passer dans le courant du mois d'août. C'est-à-dire un mois et demi après ou 2 mois. Oui. Lors de cette crise de larmes que vous aviez, à ce moment-là. Mais ça m'a arrêté, mais net. J'imagine, oui. Ah oui. J'imagine. C'est le bruit qui m'a fait arrêter net, hein. Parce que j'étais tellement surprise de ce bruit-là, de ce choc. Comme si on avait jeté violemment un caillou sur l'armoire. Tout à fait. Une pierre qui heurte l'armoire. Oui. Françoise, vous avez vécu également d'autres phénomènes. Oui. Bien longtemps après. Des phénomènes à l'issue d'une table tournante, c'est ça? Ah non, ça, c'était pas après, c'était avant. C'était avant. J'avais rencontré une amie au Gabon qui était médium. Et on avait beaucoup sympathisé et elle sentait que j'avais, comme elle me disait, certaines prédispositions. Ça, c'était en 1984. Donc bien avant le décès de votre époux. Hein? Oui, mon mari est décédé en 1993. Oui. Voilà. Et donc ce qui m'est arrivé au Gabon, ça aussi c'est quelque chose d'incroyable. J'ai fait une expérience, elle m'avait proposé de faire une expérience dite du verre, dont je n'avais aucune connaissance. Hein. Et c'est vrai que ma curiosité, elle était très grande pour ne pas essayer de tenter l'aventure. Alors il y avait une personne au Gabon qui avait des manifestations bizarres dans sa maison. Et aussi au niveau santé, elle avait un mal-être terrible, elle se sentait mal depuis quelque temps.
Et donc, elle s'était adressée à mon amie pour lui demander si elle pouvait faire quelque chose. Toujours est-il qu'elle ne pouvait plus vivre dans la maison où elle était parce qu'elle avait peur et il y avait des manifestations bizarres. Elle pouvait plus allumer, par exemple, une bougie. Elle avait des bruits bizarres la nuit. Et puis, c'était surtout que sa santé se dégradait. Donc, ça l'avait incité à aller trouver mon amie. Donc nous sommes mises toutes les trois à faire cette expérience du verre. Avec, c'est-à-dire le verre avec des lettres autour, le oui, le non, voilà. On appelle ça le Ouija, voilà, c'est ça. Voilà, alors moi je ne connaissais pas du tout, hein. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Hein. Ouais. Et donc très vite, le verre a bougé. Alors moi j'étais vraiment surprise parce que je pensais que quelqu'un le faisait bouger, mais non, je sentais qu'il bougeait vraiment tout seul et on aurait dit qu'il était chargé d'énergie, je ne sais pas, je ne sais pas l'expliquer. Et à un moment donné, alors moi j'étais chargée de marquer les lettres. Vous savez, le verre, il se met sur des lettres. Donc moi j'étais chargée avec un crayon et un papier de vite marquer les lettres. Vous faisiez l'assistante, quoi. Voilà. D'accord. Tout à fait. Et puis tout de suite, mais vraiment très très rapidement, il y a un prénom qui est apparu, et André. Et j'ai vu la personne là qui avait demandé donc à ce qu'on s'occupe d'elle, qui est devenue mais livide. Et alors on lui a demandé si elle connaissait ce prénom André, puis elle dit oui, c'est effectivement le prénom de mon père. Alors bon, moi j'étais un peu sous le choc quand même, hein, de l'apparition des mots comme ça. Et le verre s'est mis à marquer oui. Vous savez, vous avez un carré où il y a un oui et un non. Oui. Et donc le verre se mettait bien sur le oui. Donc on lui a demandé des explications et cette personne nous a dit que son père faisait partie de l'équipe de Philippe de Dieuleveux lors de la descente des chutes du Zaïre. Oui, là où il a disparu d'ailleurs. Voilà, là où il aurait lui été et toute son équipe. Voilà. Et alors, c'est vrai que je tiens à préciser qu'on ne connaissait pas cette personne. Hein. Donc, on pouvait avoir aucune influence sur les mots qui étaient marqués, puisqu'on ne connaissait pas sa vie du tout. Hein. Oui, j'entends, oui. Voilà. Et donc, on lui a demandé où est-ce qu'ils avaient disparu, et le verre, à ce moment-là, avec beaucoup d'énergie, a marqué « torture ». Alors, je peux vous dire que lorsqu'il nous a marqué ça, bon, ça jette un froid, hein. Oui, ça nous a un peu pétrifiés, hein. Ouais. Et puis aussitôt après, il a marqué le mot écureuil. Alors, comme nous étions sur des bases pétrolières, nous, le mot écureuil, pour nous, ça signifiait un hélicoptère. Vous voyez ? Oui, l'écureuil, exact. Oui, voilà, oui, on faisait référence. Si vous... Alors, on pensait est-ce qu'il va y avoir un accident ou quelque chose. Non, apparemment. Et donc, la personne concernée était très, très troublée. Et tout d'un coup, elle nous a dit « Mon père, avant de partir lors de ce voyage, m'a offert un petit écureuil en peluche. » Et le verre s'est mis à mettre le oui et tout de suite après avait mis le mot feu. Alors nous on essayait de comprendre et alors est-ce qu'il fallait le brûler? Et donc ça a marqué oui et la personne ne voulait pas et en fin de compte une fois qu'elle est rentrée chez elle, elle a pris cet écureuil et elle a pris un ciseau et elle a ouvert l'écureuil. Ouais. Et à sa grande stupéfaction, dans l'écureuil, il y avait une petite poupée en chiffon avec des épingles et des herbes séchées dedans. Alors ce qu'elle a fait, elle a brûlé immédiatement et très très vite.
il n'y a plus eu de manifestation ni dans sa maison. Et sa santé, elle s'est requinquée, mais d'une façon miraculeuse, quoi. Ouais. Et après, elle a quand même poussé ses investigations parce que il fallait quand même comprendre pourquoi cette poupée se trouvait dans cet écureuil. Et il s'est avéré que elle avait mis à la porte une ménagère qu'elle employait et qui l'a volée, et elle l'avait mise à la porte. Alors elle a supposé que c'était peut-être, ça ce n'est qu'une supposition de notre part, que c'était peut-être cette personne-là, parce qu'elle ne voyait personne d'autre autour dans son entourage qui aurait pu lui faire du mal. Oui. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire du petit écureuil. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus tard, c'est-à-dire dans les années 94 ou 95, je suis devant ma télévision. Je suis en train de regarder les infos. Et qu'est-ce que j'entends aux infos? J'entends qu'ils annoncent que l'équipe de Philippe de Dieuleveux avait probablement disparu, non à la suite de la descente des chutes du Zaïre, mais avait été torturée par des bandes rebelles. Alors certaines langues se déliaient à cette époque-là, et il s'avérait qu'effectivement, ils avaient été pris en otage, et ils avaient été torturés, et on avait fait disparaître les corps. Et aussitôt, j'étais en train de regarder donc ce reportage aux actus, et le téléphone sonne, c'était mon amie médium qui m'appelait, elle était toute excitée, en me disant, regarde les infos. Elle me dit, Fafou, c'est pas possible, regarde les infos. J'ai dit, oui, je suis en train, mais j'étais glacée. Vous étiez encore en Afrique à cette époque-là ou rentré en France? Non, nous étions toutes rentrées en France. Ouais. Parce que cet événement-là s'est passé en 1984. Ouais. Et aux infos, c'était en 1993-94, je sais plus. Oui, une dizaine d'années après. Quoi, oui, vraiment. Voilà, il faudrait faire des recherches, savoir quand est-ce qu'ils avaient annoncé ça. Mais je sais que c'était aux actualités de 13 heures. Ouais. Et je peux vous dire que j'étais, mais dans mon fauteuil, j'étais pétrifiée. Et je me disais, mais bien sûr que je me rappelle, comment ne pourrait-on pas se rappeler de la première expérience que j'avais faite avec le verre, et surtout avoir eu cette confirmation du mot torture, mais des années après. Ouais. Ça, c'était... J'ai encore le frisson. Est-ce que vous vous êtes livré à d'autres séances de table tournante? Oui. Avec cette dame, cette oui, toujours la même. Oui. Médium. Oui. Oui. Alors, si vous le voulez bien, là, Françoise, une pause pour laisser le temps à Pierre et à Renaud d'apporter leur analyse. Ce que je trouve intéressant personnellement dans ce que vous avez vécu, ce que vous nous avez rapporté, c'est cette étroite liaison qu'il y a entre André, le père de cette dame, qui était souffrante à ce moment-là. Il y a cette liaison entre André, donc le père, sa fille qui fait la table tournante, et cette histoire d'écureuil, et l'histoire de Dieuleveux et l'écureuil. Vous voyez, il y a cette espèce d'imbrication l'une dans l'autre, qui est vraiment très très intéressante. Renaud Évrard, que pensez-vous de ce qu'a vécu là Françoise? Ce dernier phénomène est effectivement très complexe. On a beaucoup de récits comme ça suite à des séances spirites où il y a des choses qui sont dites qui se retrouvent totalement vraies. Alors parfois c'est effectivement 10 ans après, d'autres fois c'est tout de suite. Les gens pensent pas forcément à une clairvoyance, mais c'est vrai que ça n'empêche pas que ce soit efficace, quoi. Et ce qui est très étonnant dans ce cas, c'est qu'il y a une sorte de mélange de toutes les pratiques, entre hantise, vaudou, ouija, et ça c'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est très rare par contre, mais waouh. Et le tout en Afrique, hein, donc on est vraiment là, c'est dans une ambiance en plus propice à ce genre
j'allais dire pas de phénomène, mais à ce genre, à développer cet univers. Et c'est pratique, évidemment. Mais Renaud, pour prendre les choses dans l'ordre, d'abord, le fait que le ver, disons-le comme ça, le ver trace le prénom André. Oui. Déjà ça, c'est assez intéressant. Classique dans un phénomène de table tournante. Oui, alors là, on peut encore discuter, est-ce que c'est le ver qui a bougé tout seul ou les gens l'ont bougé, sachant qu'il y a toujours une influence inconsciente quand on a un doigt sur le ver, une influence qu'on a du mal à mesurer parce que d'autres personnes font une pression, les pressions s'ajoutent, mais nous-mêmes, on ne pense pas avoir mis la force suffisante pour orienter le ver. Donc là, déjà, est-ce qu'on n'a pas déjà orienté vers André, qui était finalement une solution déjà perçue, je pense, par sa fille, enfin par la personne qui était souffrante. Renaud, une petite pause. On va vous rappeler parce que là la ligne est assez assurée. En revanche, je vais continuer pendant ce temps-là à discuter avec Pierre Massias. Pierre, le fait que parce que là on est d'accord, la dame Françoise, vous allez le confirmer. Le mot André, le nom André est apparu. C'était le nom du père de la dame qui vous avait demandé du secours, hein? Oui, c'est ça. Hein, voilà, c'est ça. Donc, Pierre, déjà que ce nom apparaisse. Oui, c'est pas forcément étonnant dans la mesure où justement autour d'une table avec des gens qui utilisent un Ouija, un verre, il y a un phénomène de groupe qui apparaît à ce moment-là, et bien qu'on puisse se dire il y a trop de personnes pour que le verre soit dirigé d'un côté ou de l'autre de manière privilégiée, il s'avère que souvent, on peut penser que il y a une sorte de communauté de volonté des gens qui sont là de manière totalement inconsciente, qui vont faire que le verre va effectivement former des mots poussés par les participants. On peut, il y a un consensus, il y a un rôle il y a une hiérarchie, il y a des rôles attribués aux gens qui sont autour de la table. Et là, on reste encore dans l'explication psychologique. Là, c'est la psychologie de groupe, vraiment. Tout à fait. Qui va donner naissance à un phénomène particulier. Là, si j'ai bien compris cette séance de table tournante, Françoise était avec une amie qui est médium. Chez une autre une autre dame qui leur avait demandé de venir. Chez laquelle il se passait des choses. Ça se passait chez mon ami médium. Hein. D'accord. Ah, d'accord. Là, vous n'étiez pas chez la dame qui vous avait appelé au secours. C'est la dame qui s'était déplacée chez mon ami médium. D'accord. Et vous étiez à 3 personnes. Oui. Ouais. Et en plus, là, on est dans un contexte assez particulier qu'il faudrait connaître pour pouvoir vraiment bien raisonner là-dessus. On s'accorde une pause pour récupérer notre ami Renaud, qui est parti se noyer dans les limbes des PTT et des télécoms, et on se retrouve dans quelques instants dans les Aventuriers de l'étrange. Vous restez avec nous, Françoise, une pause et on se retrouve. À tout de suite. Merci. Les Aventuriers de l'étrange, soirée spéciale témoignage avec les deux spécialistes qui m'accompagnent tout le temps lors de ces soirées, Pierre Massias d'un côté, Renaud Évrard de l'autre, et puis nous continuons à tourner autour du très beau témoignage que Françoise nous a confié. Pierre, on en était à parler de la psychologie de groupe sur laquelle on est obligé de se pencher quand il s'agit d'un phénomène de table tournante. Donc là, il y a eu le prénom André qui est sorti. Nous sommes chez la médium. Françoise est là, elle sert, c'est elle qui a le rôle de noter. Elle fait secrétaire assistante. Hein, Françoise, c'est ça. Hein. Oui. Vous notiez donc les mots que donnait le verre. Le médium était là à table évidemment, et la dame qui les avait appelés au secours parce qu'il se passait des choses chez elle un peu particulières était là également. Donc, explication psychologique de groupe qui crée quelque chose, une émulsion, et il y a le nom André qui sort, logique jusque-là, d'accord. Mais cette histoire, on parlera du côté torture après, mais cette histoire d'écureuil, là, quand même, c'est du tangible. Voilà, là, c'est du lourd, ça, mon bon monsieur. Alors, je sais pas comment on peut analyser ça comme ça, point pour point. On est au Gabon, avec des pratiques très particulières, au Gabon. Où la magie est omniprésente, la sorcellerie, etc. Ça fait partie de... Vraiment dans les foyers de la vie, de chacun. Oui, vraiment. Bon,
une statuette comme ça, piquée d'aiguilles, c'est un sujet qu'on doit trouver assez relativement... non mais le fait de trouver qu'elle était planquée dans l'écureuil. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça le truc quand même. Oui, alors... Pourquoi l'écureuil? Pourquoi pas à ce moment-là, on peut envisager, comme on disait tout à l'heure, des phénomènes de clairvoyance pendant une séance de spirit. C'est là l'élément auquel on n'a pas accès a priori. Oui. Et qu'on découvre donc la seule explication, c'est la clairvoyance. Ce serait la clairvoyance. Il peut y avoir aussi, c'est un jeu à 3. Alors on a 3 personnes autour d'une table qui jouent avec le verre. Donc, dont la personne chez qui se produisent les phénomènes, qui peut, comme elle a introduit la notion d'André, elle peut introduire la notion d'écureuil, d'écureuil qui pose problème. C'est-à-dire que elle, de manière inconsciente, aurait capté que quelque chose était planqué dans l'écureuil, parce qu'elle aurait vu son employé le tripoter une fois ou deux de manière un peu bizarre. Pourquoi pas? Et elle aurait influencé le verre. On peut pousser jusque là. Puisque tu me pousses de cette manière-là, on peut tout à fait aller dans cette optique-là. Et toujours de manière inconsciente, c'est ça qui rend toujours de manière. Mais 80% de la communication entre les gens, entre personnes, est inconsciente. C'est fabuleux, c'est monstrueux. Renaud Évrard, que pensez-vous de l'hypothèse que développe Pierre là? C'est une clairvoyance. Oui, effectivement, ce seraient ces éléments-là, mais c'est vrai qu'avec tout ce contexte et tout ce récit, si on prenait un peu de recul, on se retrouve vraiment dans une situation qui choque la rationalité occidentale et qui pourtant développe des pratiques où ensorcellement, on trouve quelqu'un qui jette des sorts, on trouve des objets fétiches comme ça. Il y a tout un circuit qui existe, qui se produit et qui soigne, qui guérit aussi, qui cause du tort mais qui le répare. Et on rentre là-dedans avec quelques éléments tout à fait paranormaux qui gênent encore plus, parce qu'on pourrait réduire ça à des croyances s'il n'y avait pas justement ces événements. Mais là, c'est vrai que ça devient difficile, donc il faut prendre pas mal de recul. Mais en même temps, on peut encore questionner, je sais pas, par exemple, l'honnêteté de la dame qui avait l'écureuil. Elle dit avoir trouvé une petite statuette à l'intérieur. Elle a peut-être inventé tout ça pour que ça rentre dans le jeu. Enfin voilà, par exemple. Ou alors elle avait remarqué qu'il y avait des coutures sur l'écureuil. Elle avait déjà tenu dans les mains. Elle sentit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est vrai qu'on peut pas être très précis. Il faut soit on accepte de prendre le recul et de regarder ça parce que ça fonctionne, ça a un intérêt ethnologique, anthropologique, soit on reste vraiment très factuel. Je pense qu'on peut passer vraiment à côté de l'intérêt pour les gens, de la signification que ça peut avoir, quoi. Ouais. Mais quand même, le fait que lors d'une table tournante, parce que c'est ça le phénomène tangible sur lequel on peut s'appuyer, le verre sort le mot écureuil. Il aurait pu sortir moutarde, cornichon, je sais pas, que sais-je, n'importe quoi. Mais là, il sort le mot écureuil et il se trouve que dans l'écureuil, il y a quelque chose qui concerne la santé de celle qui avait appelé au secours. Donc, est-ce que c'est de la clairvoyance? Est-ce que, comme le défend Pierre, c'est plutôt de manière inconsciente que cette dame qui a appelé au secours, qui a influencé le verre pour qu'il sorte le mot écureuil? Vous en pensez quoi de ce point précis, Renaud? Alors, on ne peut pas savoir là, sans trop d'éléments du contexte, peut-être qu'on pourrait rajouter, mais si cette personne ne touchait pas le verre et ne pouvait pas orienter non plus les réponses, comme je l'ai dit pour le prénom André, ce serait peut-être encore le cas ici, donc vraiment quelque chose, comme on dit, réduit au psychologique. Effectivement, ça peut être aussi une clairvoyance de la part des personnes. Et puis il y a aussi tout ce côté, on nous donne 3 mots là, on nous donne 3 ou 4 mots qui ont été donnés, on ne donne pas forcément tout le reste, il peut y avoir des mots qui n'ont aucun sens. Je veux dire, la part du hasard là-dedans, elle est très faible dans ce qui est rapporté, parce qu'après on a retenu les trucs qui sont réalisés, mais on a peut-être oublié tout le reste, et donc du coup, on n'a plus forcément la part des choses, quoi. On a Françoise sous la main. Françoise, est-ce qu'il y a d'autres mots qui sont sortis lors de cette fameuse séance de table tournante? Oui, il y a eu des mots que l'on n'a pas compris, hein. Il faudrait que je retrouve tous mes papiers parce que j'avais conservé tous ces papiers. Mais il est vrai que les fois d'après, lorsque j'avais fait le verre, il y avait beaucoup de mots qui étaient incompréhensibles.
Oui. Ça n'était pas du français, quoi. Mais à la suite de cette séance, effectivement, mais nous ne percutions pas tout de suite sur les mots, parce qu'il nous arrivait des choses invraisemblables. Les lettres se succédaient, mais ça ne faisait pas forcément des mots cohérents. Donc on s'était arrêté, si vous voulez, sur vraiment les mots cohérents. Oui, ce qui est tout à fait logique, évidemment. Voilà. Ouais. Et alors, autre chose, parce que là, on a ouvert juste une petite porte. Cette dame qui avait appelé Françoise et son amie au secours, qui a trouvé dans l'écureuil ce petit truc vaudou, envoûtement, etc., etc. L'a donc brûlé, comme le disait la table tournante. Oui. Si je puis me permettre. Ne voulait pas le faire. J'imagine bien, c'était un objet sentimentalement important, investi. Absolument. C'est son père disparu qui lui avait offert, donc je comprends bien qu'elle devait y tenir beaucoup. Mais elle a brûlé donc cet objet auquel elle tenait énormément, donc il y avait un rapport affectif fort, et ensuite elle allait mieux. Alors, Renaud, là je me tourne vers le psy, évidemment. Est-ce que ça fait partie de, vous savez, certains thérapeutes conseillent à des gens qui ont un compte à régler avec une personne décédée, des non-dits, des choses comme ça, d'écrire une lettre et ensuite de la brûler comme s'il la donnait à l'invisible. C'est un espèce d'acte symbolique fort qui fait que ça accompagne la libération d'un poids qu'on avait sur le corps. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle ces deux choses? Alors, vous me donnerez les adresses des psys qui préconisent ça. Mais effectivement, vous avez parlé d'objets symboliques, et c'est vrai que ça joue beaucoup. Alors pour nous, pour les ethnologues et les anthropologues, par exemple, on va parler d'efficacité symbolique tout en restant très très en surface. Et il y a une ethnologue qui a vraiment lancé ce genre de recherche qui s'appelle Jeanne Favre-Sada, qui avait fait une recherche en France, en Normandie, dans le Bocage, sur ces personnes qui avaient encore des pratiques de sorcellerie, ou en tout cas qui vivaient, ils pensaient être sujets à des sortilèges et qui faisaient appel à des ensorceleurs et qui trouvaient un coupable sorcier, comme là on a trouvé la femme de ménage qui avait été licenciée. Et donc, effectivement, elle reproduit tout le circuit et elle a l'honnêteté de dire qu'effectivement ça fonctionne. Effectivement, il y a des phénomènes tout à fait étranges et ils peuvent s'arrêter quand on a suivi le rituel. Et c'est vrai que nous, qui avons l'habitude même de techniques thérapeutiques avec cette lettre, ce serait censé marcher. Quand on rentre dans cet aspect symbolique où c'est vraiment la signification qui joue, ou même si de notre côté ça a l'air d'être des croyances, des rituels très très primaires, il y a une dose d'efficacité et de réalité. On est assez perturbé par ça, mais je pense que ça fait tout à fait partie de la thérapie en général. Ouais, parce que on a eu à maintes reprises Dominique Camus, ethnologue qui habite la Bretagne, et ça fait 30 ans qu'il étudie les envoûtements, les désenvoûtements, etc. Et selon lui, il y a quand même une réalité de terrain avec laquelle on est obligé de tenir compte. Je veux dire par là, quelqu'un procède à un rituel, et visiblement, à l'autre bout, il touche la cible et ça fait mouche, quoi. Donc, on est obligé de tenir compte avec ça. J'imagine, Françoise, que au Gabon, évidemment, comme dans toute l'Afrique, la sorcellerie est extrêmement présente dans la vie de tous les jours. Oh oui, absolument. Il y a eu beaucoup de phénomènes qui se sont passés. Moi, je me suis rendu compte de certaines choses. J'ai eu même affaire à un sorcier une fois qui m'a soignée. On était plusieurs personnes. Et sur les 3 personnes qui devions aller se faire soigner, j'étais la seule. Et il me l'avait dit dès qu'il m'a vu. Il m'a dit, toi, je te guérirai. Et les autres, non. Peut-être parce qu'elle n'avait pas assez confiance ou qu'elle n'y croyait pas, je ne sais pas. Ah, peut-être, oui. Oui, mais je sais que moi, j'y allais en toute confiance et donc je suis allée voir ce fameux ganga. On appelait ça le ganga. C'était pour un genou. Et qu'est-ce que vous aviez au genou? Comment? Qu'est-ce que vous aviez au genou? Oh, parce que j'étais très sportive, donc je faisais beaucoup de sport mais à ce moment-là, je faisais des tournois de tennis et mon genou enflait au bout d'1 heure. Et il me faisait souffrir et je perdais tous mes matchs.
Et alors, ma fierté était très compromise et donc j'avais décidé d'aller voir ce qu'on nommait un ganga. Oui. Et je peux vous dire que pendant 3 semaines, j'y suis allée à peu près 3 fois par semaine en brousse. Je suis allée me faire soigner. Il me mettait des herbes. Il faisait ses incantations. C'était très particulier. Il y avait une ambiance extraordinaire, mais dans laquelle je me fondais aisément. Hein. J'étais presque en osmose avec lui. Mm-hmm. Oui, vous jouiez le jeu, vraiment. Vous avez dit, vous jouiez le jeu, quoi. Ah oui, absolument. Surtout de la façon dont il m'avait dit, toi, je te guérirai. Donc, et je voulais tellement guérir aussi, donc je mettais tout en œuvre pour que tout se passe en osmose avec lui. Et il y avait prière, il y avait incantation, il y avait... Oui, il faisait ses incantations avec des fruits, me les posait sur les points très très douloureux, et puis alors il y allait directement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'était un monsieur, j'avais l'impression que c'était un arbre noué. Il était tellement maigre. Il devait avoir plus de 100 ans, c'était pas possible. Il avait un physique, c'est très très particulier. Mais il avait des yeux pétillants, et je sentais beaucoup de bonté chez lui. Mm-hmm. Et c'est pour ça que, en fin de compte, j'aimais bien y aller. Mais je peux vous assurer, ça c'est du concret, je peux vous assurer qu'il m'a guéri. Et que depuis, mon genou n'a jamais plus eu de problème. Plus jamais? Plus jamais, alors qu'on m'avait dit, il faut te faire opérer. Et mon genou gauche, c'est l'autre qui avait pris le relais après, mais j'étais en France à ce moment-là. Donc, je peux vous jurer que je n'ai jamais plus eu de problème à mon genou. Extraordinaire, quand même. Oui. Et si ça n'est pas indiscret, ça vous a coûté combien ou qu'est-ce que ça vous a coûté? Alors, je vais vous faire rire parce que ça m'a coûté 2 bouteilles de whisky. Ah, ça va. C'est tout à fait honorable comme prix, c'est honnête. Absolument. Ah oui, je connais pas mal de joueurs de foot qui seraient prêts à payer beaucoup plus cher s'il leur remet les genoux en place. Oui, mais il y avait justement un footballeur d'une équipe du Cameroun, je crois, qui passait juste avant moi. Ah oui, pourquoi? Et qui venait se faire soigner chez lui. Oui. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Pierre, Oui, effectivement, c'est tout à fait extraordinaire. C'est du phénomène de terrain, comme on disait tout à l'heure, de la vie de tous les jours. À la base, c'est sous cette forme-là et c'est très présent dans la vie quotidienne. Cela dit, il y a quand même quelques sorciers ou gourous qui invoquent esprits et autres pour que leur équipe nationale gagne les tournois de foot, etc. Ouais. Ça n'a pas l'air de marcher des masses, tout ça. Ah, ça dépend selon eux. Enfin, après, il faut. Mais en tout cas, les équipes nationales de foot africaines sont systématiquement accompagnées de sorcellerie, de leurs sorciers. Ça fait partie vraiment du staff. Je veux dire, ça, c'est une composante essentielle. Aucune n'est arrivée en première place. Je ne me permettrai pas de tel jugement. Bon, alors il y a du... Toi, tu vas être marabouté. Bon. Non, mais il y a des marabouts, enfin... il y a des marabouts, il y a des guérisseurs, il y a des sorciers de village, il y a des phénomènes comme ça de terrain qui sont absolument fabuleux, qui eux donnent envie justement de s'intéresser à ce genre de phénomène. Pourquoi Françoise ça a vu son genou guérir comme ça? C'est ça qui est intéressant dans ce genre de recherche. Pas forcément en partant je reviens à ce que personnellement je connais, c'est-à-dire pas forcément en partant dans la notion d'esprit, etc. Mais dans ce que le sorcier, le marabout peut produire comme phénomène, peut avoir comme rapport avec son patient. Pourquoi il lui faut 2 bouteilles de whisky pour se mettre dans un état de conscience modifié? Ah non, c'est pas ça, c'est le prix. Attention, non. Je lui ai porté une fois que j'ai été guérie. Ah, tu vois, mauvaise langue que tu es. Et je vais vous dire une chose,
Le dernier jour où je devais aller le voir, dans la nuit, j'ai beaucoup souffert de mon genou, énormément. J'avais passé une nuit affreuse tellement mon genou me faisait mal. Et je suis partie donc le voir le lendemain. Et quand je suis arrivée dans le chemin, parce qu'il fallait traverser un peu de brousse, quand je suis arrivée dans le chemin, il m'attendait, il avait une grande houppelande, il m'attendait, et dans son regard, j'ai vu qu'il savait que j'allais arriver. Ouais. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, à cause de toi, j'ai souffert énormément hier, mais tu n'auras jamais plus mal. Et je lui ai dit, mais j'ai souffert énormément cette nuit, c'est pour ça que je viens. Il me dit, je sais, mais ça y est, ton mal, tu ne l'auras plus. Et il m'a expliqué que c'est lui qui me prenait tout le mal que j'avais dans le genou. Ouais. Et nous avons souffert au même moment. Oui. Voilà. Maintenant, je ne peux pas vous donner d'autres explications. On pourrait peut-être penser que c'est comme les chamans, je pense, je ne sais pas. Comme les magnétiseurs, même en France. Oui, ou les magnétiseurs. Qui prennent le mal, ils disent souvent, ils prennent le mal. Ce qui est très perturbant d'ailleurs pour les jeunes magnétiseurs, à qui ça arrive comme ça spontanément quand ils sont près de quelqu'un et qui savent pas comment réagir, qui ressentent ce mal, on voit et qui se demandent comment faire pour moins souffrir eux-mêmes. Et s'en débarrasser après. Ouais. On retrouve là des points communs avec ces pratiques africaines. Renaud Évrard, j'aimerais entendre votre avis sur la très jolie phrase que nous a dite Françoise, c'est-à-dire que quand le sorcier, le ganga, comme ça, le ganga, quand le ganga lui a dit toi je vais te guérir, Françoise a dit oui, c'est-à-dire qu'elle a accepté le contrat. Est-ce que cette notion est importante dans le phénomène de guérison, dans le processus de guérison? Oui, c'est assez important et c'est vrai que c'est une caractéristique qui ne colle pas à nos systèmes médicaux où ce qu'on annonce aux patients, c'est un diagnostic avec un pronostic plus ou moins pessimiste et tout ça. On lui parle de sa maladie. Alors que là-bas, ou d'autres systèmes de guérison parlent de la guérison, justement, ils prophétisent la guérison. Et ça joue différemment au niveau psychique, au niveau, je pense, si le psychique a justement un effet sur son propre corps, au niveau biologique, physiologique à ce moment-là. Et donc, ils font un pari, et un pari qui peut marcher. Il peut aussi ne pas marcher du tout, hein. On va prophétiser à tout venant, mais ça a un impact. Et peut-être qu'il y a des médecins qui essaient de s'inspirer de ces méthodes. Ouais. Mais comment expliquez-vous que le fait qu'ils aient souffert tous les deux la même nuit. La même nuit, vous habitiez à plusieurs kilomètres quand même. Ah oui, absolument. Ouais. Là encore, c'est pas sûr. C'est-à-dire que le chaman ou le guérisseur peut avancer justement qu'il a pris le mal. Il peut avancer plein de choses qui chez nous seraient compris comme des formes de suggestion. Mais ça peut jouer. Alors peut-être que c'est vrai qu'il a vraiment souffert et que ça a un rapport coïncident, et peut-être que c'est simplement encore une des phrases choc qui marque un des moments forts de la thérapie. Oui, peut-être. Un peu sceptique. Mais... Ouais. Non, mais en tout cas, le résultat est là, c'est que Françoise n'a plus jamais eu mal à son genou. Oui, non, c'est l'autre qui a pris le relais. Mais maintenant, je peux pas aller faire 7000 km pour aller retrouver mon ganga. Le pauvre, je pense qu'il doit être dans... Ouais. Ah, peut-être pas. Il n'est peut-être pas encore mort. On ne sait jamais. Il avait 100 ans, il avait plus de 100 ans. Mais dites-moi, Françoise, une dernière question avant de vous quitter. Est-ce que vous avez gagné des matchs au moins après? Oui. Ah. Absolument. Bon, quand même. Absolument. Je vous jure que c'est vrai. Parce que sinon, ça aurait servi à rien qui se décarcasse, ce pauvre monsieur. Oui, tout à fait. J'ai gagné pratiquement tous mes matchs après. Magique, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Françoise en tout cas pour ce très joli témoignage. Merci à vous. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt, on ne sait jamais. Oui, bien sûr. Alors, n'oubliez pas... les photos. Voilà.
Exactement. Que ce soit Renaud Évrard, Pierre Macias ou moi-même, nous attendons avec impatience ces photos. Je sais qu'il vous faudra un petit peu de temps avant de retrouver dans vos archives l'original de la pierre complète. Oui, parce que j'ai fait 3 déménagements, alors ça doit être dans des cartons. J'imagine. Voilà, donc il faut que je fasse des recherches, oui. Très bien. Donc, dès que vous l'avez retrouvé, prenez une photo de la même pierre, mais pulvérisée cette fois-ci, et envoyez-les nous pour que l'on puisse se rendre compte de visu de ce qui s'est produit, si vous le voulez bien. D'accord. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Françoise. Au revoir. Au revoir. C'est la toute dernière ligne droite des aventuriers de l'étrange ce soir, après toute cette pléiade de témoignages aussi extraordinaires les uns que les autres, et le dernier témoignage de Françoise, qui a vécu une expérience vraiment très très intéressante en Afrique. Et alors, une chose que j'aimerais vous proposer à vous qui nous écoutez, vous savez que nous avons dans nos dossiers une prière pour passer le feu, une prière qui a été utilisée par une dame qui me l'a confiée il y a fort longtemps, en me disant vous pourrez en faire profiter les gens qui vous écoutent si cela vous dit. Et donc cette prière, nous l'avons notée sur un papier, et ce que je vous propose, c'est que vous nous écriviez. Vous nous envoyez par courrier, alors une enveloppe dans laquelle vous glisserez une enveloppe avec un papier timbré pour la réponse, donc une enveloppe à votre adresse. Vous nous l'envoyez à Les Aventuriers de l'Étrange, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. Vous nous envoyez cette enveloppe avec l'enveloppe timbrée et à votre adresse à l'intérieur, et par retour de courrier, je vous enverrai cette prière pour passer le feu. Charge à vous, en revanche, de la tester à l'occasion. Quand l'occasion se présente, évidemment, brûlez pas quelqu'un, ou vous brûlez pas pour voir si ça fonctionne. Je suis pas persuadé que dans ce cas de figure, ça fonctionnerait d'ailleurs. C'est pas sûr, mais pourquoi pas. Enfin bref, ne vous brûlez pas ou brûlez personne pour tester cette prière. Et ensuite, charge à vous donc de me donner par retour les résultats, que ça ait marché ou que ça ne marche pas. Renaud Évrard, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la parapsychologie, les différents secrets pour guérir, quoi que ce soit, les verrues, le feu, etc. C'est vieux comme le monde. Mais évidemment, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi ça marche. Est-ce qu'il y a différentes pistes pour comprendre ? Il y a forcément différentes pistes, mais c'est vrai que cette efficacité-là du secret ou des prières ou des formules, ce qu'ont dit les laboratoires, c'est qu'effectivement on peut la retrouver, on peut la reproduire en double aveugle, avec des groupes témoins et tout ça. Mais au niveau de l'explication, non, moi j'aimerais pas trop m'avancer là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a tout le côté rituel, hein, le fait que ça doit rester secret, le fait qu'on invoque telle ou telle croyance et tout ça. Tout le contexte émotionnel, la douleur, le psychosomatique, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que moi j'aurais du mal à faire le tri. Vous avez cité, peut-être pour l'exemple, mais j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus, des expériences qui ont été faites avec des prières pour guérir ? Oui, alors c'est quelque chose qui est finalement très développé, mais on entend finalement se parler. On a eu, par exemple en France, Stéphane Schwartz qui est venu parler de la guérison psychique, et il a fait une conférence comme ça à Paris, et il a recensé tous les travaux qui avaient été publiés seulement dans les grandes revues médicales, et il y en a énormément. Il faut comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a des contextes justement où l'étude de la prière est financée par des groupes religieux. C'est effectivement le cas aux États-Unis, c'est aussi le cas au Japon, où ces études passent l'étude du chi, c'est-à-dire du ki, de l'énergie qui, là-bas, est beaucoup plus tolérée, donc on permet des études à ce niveau-là, et donc il y a des financements, et les études sont pas toutes probantes, mais quand on fait une méta-analyse, ce qu'avait fait Stéphane Schwartz, on trouve effectivement un effet qui reste à expliquer, mais donc on peut alors faut être prudent quand même, mais il y a effectivement des données intéressantes de ce côté-là. Quand vous dites des données intéressantes, c'est-à-dire des résultats positifs dans le sens où on a constaté que sur un groupe de personnes sur lesquelles a été appliqué entre guillemets
utilisé, serait le mot plus juste, la prière, il y avait beaucoup plus de guérison que dans un autre groupe? Alors, on teste pas toujours la guérison parce que c'est assez difficile à définir à mesurer une guérison. Enfin, alors ce qu'on va mesurer, c'est le taux de rechute, l'amélioration de certains facteurs physiologiques, le fait que la personne ait besoin de moins de médicaments, qu'elle reste moins longtemps à l'hôpital, son bien-être psychologique, des choses comme ça. Il y a tout un tas de variables, mais on mesure pas, par exemple, l'effet de la prière sur la guérison du cancer. Là, ça devient très délicat comme protocole à monter, parce que est-ce qu'on va choisir un groupe de personnes qui ont un cancer et qu'on ne va pas soigner, par exemple, de cette façon Donc là, effectivement, il y a des études un peu dans tous les sens, et c'est vrai qu'il faut se pencher sur les publications pour vraiment donner une conclusion, mais il faut pas non plus ignorer ces publications et simplement parler des expériences de terrain et des petites prières qui circulent dans le côté rural, et garder tout ça d'un point de vue très très lointain, parce que effectivement ça peut se tester et ça l'a aidé. Oui, mais en ce qui concerne cette prière, en l'occurrence, celle que je propose de donner pour cette expérience à nos auditeurs et à nos auditrices, elle a la particularité, parce que je l'ai essayé moi aussi, ça a fonctionné, de calmer immédiatement la douleur, le feu de la brûlure, et ensuite, lorsque ça cicatrise, il n'y a plus de traces, justement, de brûlure, surtout quand c'est une brûlure au second degré. Quand c'est une brûlure beaucoup plus grave, à ce moment-là, là, il faut aller aux urgences, à l'hôpital. Enfin, c'est un autre processus. Mais on peut utiliser la prière aussi, pourquoi pas. Mais il y a du psychosomatique dans le fait que la douleur s'estompe. Il y a du psychosomatique, et en fait, entre prière et suggestion de type hypnotique, à quel moment on peut vraiment parler de quelque chose de paranormal? Parce que il faut savoir que les hypnotiseurs, quand ils sont tolérés, ils le sont par exemple au Québec et tout ça, donc des vrais thérapeutes hypnotiseurs travaillent fréquemment dans des centres de grands brûlés où leurs soins par suggestion et tout ça peuvent calmer la douleur, peuvent améliorer le type de cicatrisation. Donc ça peut se mesurer, et finalement les médecins se rendent compte de l'efficacité et font appel à eux. Pour autant, ils n'ont pas forcément le même type de système de rituel que les personnes dans des milieux ruraux. Mais pourquoi pas, là, c'est vrai que la différence est difficile à faire. Tant que ça marche, les gens font, mais ils ne posent pas forcément de questions, quoi. Ouais. Pierre Macias. Oui, tu as dit, les gens se sentent, la douleur s'estompe, etc. Il y a aussi, il faut faire attention dans ce genre d'études. La douleur me paraît pas forcément le meilleur moyen d'estimer l'action objective, je dirais. Parce que c'est tellement subjectif. Voilà, très très subjectif. Oui, d'accord. En France aussi, on rencontre des gens qui sont appelés par des gens des services hospitaliers. On appelle ça les penseurs de feu. Donc ça se pratique aussi en France. Maintenant, le problème de tout ça, c'est d'avoir une mesure, une estimation objective, fiable. Et là, c'est très difficile. Là, c'est difficile. Il faut nécessairement passer par la médecine, par les médecins qui auront le dossier, qui pourront voir comment c'était avant, comment c'est après, et avoir des données vraiment palpables, quantifiées, oui, tout à fait. Enfin, en tous les cas, puisque nous en arrivons à la fin de cette émission, sachez que je vous propose donc cette prière pour passer le feu. Elle est à votre disposition. Oui, je pense à une chose aussi. C'est par exemple dans cette prière que tu proposes aux auditeurs. Par nature, les gens vont avoir plus tendance à appeler, à signaler que ça a marché. Ceux avec lesquels ça n'a pas marché vont pas avoir vraiment tendance à dire ça n'a pas marché. Au contraire, il faut qu'ils nous appellent pour nous dire voilà, moi j'ai essayé ça à 2 reprises, et ça n'a pas fonctionné. Alors c'est une mesure brute, mais il faudrait faire ensuite une étude plus poussée pour savoir dans quel état d'esprit ces gens utilisent cette prière, dans quel état d'esprit les gens reçoivent cette prière. Il y a tout un contexte si on veut vraiment pousser la manip, il y a vraiment une étude de terrain, des études de cas à faire. Il faut aller plus loin que ça a marché, pas marché. Bien. Donc, vous nous écrivez, vous nous envoyez une enveloppe avec à l'intérieur de cette enveloppe, donc, une enveloppe timbrée à votre adresse pour que je puisse vous renvoyer cette prière pour passer le feu. Charge à vous de l'utiliser et de nous donner en retour les résultats, qu'ils soient positifs
ou négatif, bien entendu. Vous m'écrivez Les Aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse, CEDEX. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange referment leur dossier pour ce soir. On se retrouvera bien entendu non pas demain, puisque demain, vous le savez, il y a ce fameux, j'espère qu'il deviendra célèbre, quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. C'est censé se dérouler en France, mais là bon, la rencontre va avoir lieu à Cardiff. Ça, je sais pas pourquoi. Les voies de l'IRB sont impénétrables, on ne comprend toujours pas. Enfin bref, donc les Bleus vont affronter les All Blacks et j'espère que ça va bien se passer pour le 15 tricolore. Évidemment, on sera derrière eux. Merci Pierre pour ton aide précieuse comme d'habitude pour construire l'émission et pour avoir été un des spécialistes qui m'a accompagné à analyser ces témoignages. Et rendez-vous sur psyland.org, bien entendu. Avec plaisir, j'accueillerai tous les visiteurs. Psyland, PSILAND.org. Merci Renaud Évrard. Merci à vous. À très bientôt dans une autre session d'analyse de témoignages de ceux et celles qui nous écoutent. Rendez-vous donc la semaine prochaine et demain soir, tous sur Sud Radio pour suivre le 15 tricolore. Bonne soirée. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.